Alors maintenant que on va dire la majorité des participants sont arrivés, nous lançons officiellement cette conférence. Et cette conférence est le fruit d'une collaboration entre 3 associations engagées. Donc la Alors, donc, première... on a d'abord les shifters, donc bras bénévoles du Shift Project. Donc, on a Livio et Vincent qui vont vous en parler un peu plus dans quelques secondes. Et puis, on a aussi ISEC Finance et Acte Lille qui sont chargés de l'organisation de cette conférence. Donc, cet événement va se dérouler en 2 temps. D'abord, vous aurez une conférence de plus ou moins 15 minutes où vous pourrez interagir pendant cette conférence via le chat. Et en second temps, ce sera un temps plutôt privilégié sur les échanges où vous pourrez directement échanger donc entre nos 2 shifters et le public. Exactement. Et du coup, juste quelques précisions donc, sur les règles pour qu'on passe tous un bon moment. Ce format, il est donc participatif. Donc, vous êtes fortement invités à poser vos questions, vos remarques, vos interrogations, etc. dans le chat. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez l'occasion de poser encore plus de questions, donc de vive voix ou pareil dans le chat. Et donc, pour le confort de tous, merci de bien couper vos micros et ça nous ferait plaisir de vous voir. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras. Merci Alia. Donc la conférence va pouvoir démarrer et je vais laisser la main à Livio et Vincent. Merci beaucoup. On m'entend clairement? C'est super. Ça a l'air pas mal. Va, ouais. Bonjour tout le monde, on est ravis d'être là avec Vincent. On est tous les deux effectivement bénévoles pour le Shift Project. En quelques mots, le Shift Project, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées, c'est un lobby, vous appelez ça comme vous voulez, qui milite pour la décarbonation de l'économie. Et qui fait plein de choses dont une partie des détails vont être révélés dans la présentation. Et nous, on travaille pour l'association qui est la petite sœur ou la voisine ou la cousine ou la fille, qui s'appelle les Shifters, et association qui a pour but, on va dire, de soutenir les travaux du Shift et ou de répondre à un certain nombre de demandes, comme ce qu'on fait maintenant, par exemple, quand il est question de venir faire des présentations. Voilà, je m'appelle Livio. Vincent et moi, on va alterner pendant toute la présentation par petits bouts. Une fois de plus, comme ça a été dit, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Moi, je vais couper ma vidéo, mais c'est plus pour être sûr de ne pas avoir de problème de bande passante et que vous m'entendiez, sachant qu'il y a une présentation qui va faire l'image à la place, et je la remettrai après. C'est pas, il n'y a aucun racisme derrière ça, vous en doutez. Donc, on attaque. Et dites-moi, confirmez-moi que vous voyez ce que je fabrique. Normalement, vous voyez des pingouins. Tout à fait. Parfait. Donc, on est sur la même fraise. Donc, on va parler de climat et d'entreprise dans cette présentation. Alors, c'est un format qui est particulièrement adapté aux populations étudiantes où on se dit que vous allez dans pas très longtemps travailler dans des entreprises, peut-être monter vos propres entreprises. Et c'est l'angle qu'on prend dans cette présentation. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là pour aujourd'hui. Alors, un petit point d'introduction. Il y a un certain nombre de choses que vous savez déjà, mais là, c'est une façon de poser le contexte. Une entreprise, ça ne vit pas tout seul, ça vit au milieu d'un écosystème complexe. On l'a mise volontairement au centre, l'entreprise, parce que quand vous travaillerez dans une entreprise, je peux vous assurer que vous sentirez que vous êtes au centre, avec des influences, des interactions avec les autorités publiques, les investisseurs, la concurrence, les consommateurs, et même, selon les endroits où vous travaillez dans l'entreprise, les autres départements. Donc, c'est déjà un truc qui évolue dans un système complexe. Système complexe auquel on rajoute une toute petite contrainte qui s'appelle le changement climatique. Et du coup, la question à laquelle on va essayer de répondre pendant ces présentations, c'est comment ça joue. Alors, il y a 2 sous-questions qui sont relativement faciles à adresser. La première, c'est est-ce que les entreprises ont une part de responsabilité dans le changement climatique? La réponse est simplement et grandement oui. Est-ce que les entreprises ont toute la responsabilité dans le changement climatique? La réponse est simplement et grandement non. Et malheureusement, la vraie vie se passe toujours entre les deux. Donc, le but de la conférence, c'est absolument pas de donner des bons et des mauvais points, mais c'est de montrer qu'on doit avoir une démarche globale qui implique l'ensemble des acteurs dans la lutte contre le changement climatique, évidemment, entreprises incluses. Donc, on va revenir à la base du problème.
Et la base du problème, le problème réchauffement climatique, c'est l'effet de serre. Alors, je pars du principe que vous en avez tous plus ou moins entendu parler, donc je vais assez vite là-dessus. Une fois de plus, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. À court terme, c'est plutôt Vincent qui va y répondre, mais on peut les garder aussi pour la fin. Et donc, j'y vais relativement vite. L'effet de serre, assez simplement, le soleil nous envoie de l'énergie, en l'occurrence de la lumière, qui se transforme en chaleur pour nous, qui vient chauffer la Terre. Cette chaleur, elle est réémise par la planète, comme le montre cette jolie animation. Et dans notre atmosphère, il y a un certain nombre de gaz, dits gaz à effet de serre, dont les principaux, ceux dont on va parler aujourd'hui, sont le CO2, dioxyde de carbone, CH4, méthane et N2O, protoxyde d'azote, qui flottent dans l'atmosphère et qui ont la particularité d'absorber les infrarouges, c'est-à-dire la réémission de chaleur, une partie de la réémission de chaleur de la Terre vers l'espace. Donc, on reçoit de la lumière, la Terre renvoie de la lumière et de la chaleur. Une partie de cette énergie est capturée par les gaz à effet de serre qui sont en suspens dans l'atmosphère. Tout ça, ça se passe dans les couches basses, précisément, de l'atmosphère, c'est-à-dire celles dans lesquelles on vit. Et une métaphore qui marche assez bien pour comprendre l'effet de serre consiste à dire que ça fonctionne un peu comme une couette. La rétention de chaleur par les gaz à effet de serre dont je vous ai parlé, en fait, vient réchauffer à hauteur d'environ 15 degrés la température qu'il fait dans les couches basses, comme le ferait une couette. Donc, si vous voulez comprendre l'effet de serre, vous prenez la métaphore de la couette. Le soir, quand vous rentrez dedans, il fait sous la couette à peu près la même température qu'il fait à l'extérieur de la couette. Quand vous vous réveillez le matin, il fait drôlement plus chaud sous la couette dans une température qui converge vers 37 degrés, qui est la température de votre corps, c'est-à-dire le corps chaud qu'on a mis là-dessous et dont on a empêché la chaleur de s'évacuer. Donc vous pouvez dire que les gaz à effet de serre, pour aller au bout de la métaphore, c'est la qualité de la couette ou c'est la quantité de plumes ou de je ne sais quoi que vous mettez, à l'intérieur de la couette et qui retient la chaleur qui a été émise sous la couette à l'intérieur. Le point qui est important à avoir en tête et qu'on n'a pas auquel on ne pense pas forcément, c'est que l'effet de serre, c'est quelque chose de parfaitement naturel à l'origine, voire même de souhaitable. Sans effet de serre, il fait extrêmement froid sur la planète et on n'est probablement pas là pour en parler. Donc l'effet de serre, si c'est quelque chose naturel, de naturel, la question qu'on se pose, c'est quel est le problème? Puisque l'effet de serre en tant que tel, on l'aime. Et le problème, c'est les activités humaines que vous voyez dignement représentées ici. Ces activités sont très émettrices de gaz à effet de serre. Donc il y a déjà des gaz, de manière naturelle, il y a des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre créent un effet de serre qui est salvateur. En revanche, nous, on vient en rajouter des tonnes et des tonnes, c'est le cas de le dire, des milliards de tonnes en l'occurrence, ce qui fait que la température croît, entre guillemets, sous la couette. On est donc à retenir près de 8 milliards d'êtres humains, ce que vous savez. On a développé toutes sortes d'activités très sympathiques, mais aussi très émettrices. Et si on fait les comptes, alors ce qui est bien, c'est que ça a été un peu traité dans les questions préliminaires. Si on fait les comptes, là, ce que je vous montre, c'est les émissions moyennes d'un Européen moyen, du coup, pour l'année 2017, mais vous pouvez dire qu'on est globalement à peu près au même niveau, et c'est en équivalent CO2. Donc, on prend bien tous les gaz, toutes les émissions de gaz à effet de serre et on rapporte ça au CO2. Le premier poste pour un Européen moyen, c'est la fabrication d'électricité. Donc là, je suis bien par Européen, par tête de pipe, chacun d'entre nous, hein, et en moyenne. La production d'électricité, c'est déjà 2,3 tonnes par Européen. Puis l'industrie, c'est 1,6 tonne. Puis les transports, c'est 1,8 tonne. Les logements et toutes ces joyeusetés, c'est 1,1 tonne. L'alimentation, 1 tonne. Et tout le reste, qui est essentiellement la construction des bâtiments et les services publics, c'est un peu moins d'1 tonne. Ça fait un total par Européen moyen de 8,8 tonnes par an. Alors, une petite précision à apporter ici, 8,8 tonnes par an, c'est ce qui est émis à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. C'est assez différent d'une autre notion qui pourtant est importante, qui s'appelle l'empreinte carbone. L'empreinte carbone étant tout ce qui est émis à l'intérieur des frontières, moins les exportations et plus les importations. Donc quand on est un continent comme l'Europe qui a une balance commerciale déficitaire, donc on importe plus qu'on exporte, on va aussi importer en même temps que les produits, on va d'une certaine manière importer des émissions de gaz à effet de serre ou, pour être plus clair, on va faire à d'autres
des émissions de gaz à effet de serre qu'on finit par importer. Si on prend le cas de la France, c'est encore pire, l'écart est encore pire. Donc autant on est un peu inférieur en termes d'émissions sur le sol national, puisqu'on est entre 7, entre 7 et 8 tonnes, là où l'européen moyen est à 8,8 tonnes. On émet moins, et ça vient notamment du fait qu'on émet beaucoup moins de gaz à effet de serre dans la façon dont on produit notre électricité. À l'inverse, si on calcule l'empreinte carbone, si on fait le solde de tout ce qui a été mis pour, on va dire, permettre d'alimenter le train de vie des Français, indépendamment de ce qui est, de ce qui est fabriqué sur notre sol ou à l'extérieur, là, le Français moyen, ça va se balader entre 10 et 12 tonnes, ce qui rejoint le chiffre qui a été donné en amont. Donc, vous qui faites une école de commerce, sachez que la balance commerciale, quand elle est négative, eh bien, elle creuse aussi l'écart qu'il y a sur les émissions de gaz à effet de serre émises sur notre sol et ce qu'on appelle notre empreinte carbone. Donc, d'après les scientifiques, ça a été dit juste avant, ce que la Terre est capable d'encaisser sans trop d'à-coups, c'est entre 2 tonnes et 2 tonnes et demie par être humain. Donc, vous voyez qu'un Européen moyen sur son sol émet déjà 8,8 tonnes. Ça vous donne un peu les ordres de grandeur de la taille du problème si on veut passer à la neutralité carbone, mais ça vous donne aussi les ordres de grandeur de tout ce qu'on émet en gaz à effet de serre dans l'atmosphère que le système ne sait pas traiter et qui viennent s'accumuler comme s'accumulent les plumes de ce que vous voulez dans la couette. C'est donc cette accumulation qui crée le réchauffement. Factuellement, à date, la Terre s'est déjà réchauffée de 1 degré si on se compare au début de la première révolution industrielle, donc autour de 1850. Et la question qu'on va se poser maintenant et que Vincent va traiter, c'est jusqu'où ira-t-on? Merci Livio, j'espère que vous m'entendez. Et donc en effet, avant de savoir vers quel réchauffement on se dirige, il faut déjà se pencher un peu sur les évolutions historiques en termes d'émissions. Et donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Depuis le début de l'ère industrielle, en fait, la planète Terre et ses habitants ont continuellement émis des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on l'a fait en fait de manière croissante et en accéléré, surtout sur la dernière période. Alors, à cette évolution, en fait, il y a plusieurs facteurs explicatifs. La première, c'est que notre mode de vie occidental s'est développé sur une accumulation, on va dire, de comportements et d'usages émissifs. Livio en a parlé. On a l'énergie, on a l'industrie, le transport, le bâtiment. Et dernièrement, plus récemment, on a le numérique qui représente quand même aujourd'hui 4% des émissions au niveau mondial. Et donc, tout ça a fait que progressivement, on a continué d'émettre année après année des quantités croissantes dans l'atmosphère. Un autre facteur explicatif, c'est également qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre et on est également de plus en plus de pays à vouloir adopter ce mode de vie. Et d'ailleurs, ce que vous voyez dans les années 2000, l'accélération qu'il y a eu un peu de la courbe, c'est en grande partie expliqué par le développement de la Chine. Et donc, ça, c'est pour le passé. Pour l'avenir, on peut s'attendre, si on ne fait rien pour lutter contre le changement climatique, à ce que cette courbe, cette trajectoire se poursuive, c'est-à-dire avec des émissions croissantes année après année, essentiellement parce qu'on est aujourd'hui à des niveaux moyens d'émissions par habitant au niveau mondial qui sont bien en deçà de ce que les pays riches ou l'Europe aujourd'hui émettent. On a parlé d'environ 10 tonnes de CO2 équivalent par habitant en Europe. Au niveau mondial, on est encore à 6 tonnes, 6 tonnes et demie. Donc, ça veut dire qu'il y a un effet de rattrapage qui fait que si tout le monde se met à vivre comme on vit en Europe ou dans les pays occidentaux, on doit s'attendre à ce que ces émissions continuent d'augmenter. Et donc, c'est justement le scénario que les climatologues ont essayé de modéliser, notamment dans le rapport AR5 du GIEC, donc un rapport qui a été publié en 2014-2015, où en fait, on a le scénario business as usual, donc business as usual dans le sens où on continue sur cette lancée sans mettre en place aucun type de politique climatique. Et ce que les climatologues nous disent, c'est que dans ce scénario, on se dirige vers un réchauffement de l'ordre de plus 4 à plus 6 degrés d'ici 2100. Alors, évidemment, ça, c'est un des scénarios probables.
On peut également considérer ou vouloir ne pas vouloir, disons, suivre cette trajectoire. Et c'est notamment ce sur quoi les États se sont mis d'accord en 2015 avec les accords de Paris. Les accords de Paris, on en a parlé justement en introduction. L'objectif est en fait de réduire et de limiter le réchauffement très nettement en dessous de 2 degrés. Alors, c'est une petite précision, ce n'est pas forcément un maximum de degrés. L'objectif, c'est bien de limiter très nettement en dessous de 2 degrés le réchauffement et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 degré de réchauffement par rapport à 1850. Alors, avant de voir où est-ce qu'on en est et si cet objectif est atteignable, il faut voir déjà où est-ce qu'on en est. Livio nous a dit qu'on observe déjà des températures de l'ordre de 1 degré plus chaudes qu'avant l'ère industrielle. Ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui en termes de température. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système climatique a également une certaine inertie. Et donc, étant donné les quantités de gaz à effet de serre qui ont déjà été émises jusqu'à aujourd'hui dans l'atmosphère, il est fort improbable en fait qu'on s'attende à un réchauffement qui soit plus important que les 1 degré qu'on observe aujourd'hui. Ce que nous disent les climatologues, c'est qu'en fait, avec les quantités déjà émises dans l'atmosphère, on doit s'attendre à ce que le réchauffement soit inférieur à 1,4 degré d'ici 2100. Donc là, tout de suite, on voit que la marge de manœuvre entre les objectifs des accords de Paris d'être très nettement en dessous de 2 degrés et le réchauffement pour lequel on a déjà signé, de l'ordre de 1,4 degré, cette marge de manœuvre, en fait, elle est très faible. Et c'est ce que nous disent, ou c'est ce qu'essayent d'estimer justement les climatologues avec le concept de budget carbone, qui est en fait la quantité maximale que la planète ne devrait pas dépasser en termes d'émissions, si on souhaite, si on va avoir de grandes chances de rester dans la limite des 2 degrés. Et donc, cette quantité, elle est estimée dans le dernier rapport du GIEC sur le réchauffement à 1,5 de l'ordre de 800 milliards de tonnes de CO2. Donc, ça, c'est la quantité maximale qu'il ne faudrait pas dépasser pour rester dans les limites de l'accord de Paris. Et alors, petit calcul rapide, au rythme actuel d'émissions, on émet environ 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Ce budget carbone, en fait, serait consommé d'ici une vingtaine d'années. Donc, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que respecter les accords de Paris, ça implique en fait de mettre en place des politiques de réduction des émissions de manière très rapide et de manière conséquente. Alors, ce qu'on peut se poser comme question maintenant, c'est si on n'arrive pas à atteindre cet objectif des accords de Paris, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si on se dirige vers un réchauffement de l'ordre de plus 4 ou plus 6 degrés? Et alors, avant de voir les conséquences de ce type de réchauffement climatique, il faut revenir également sur ce qu'est le climat. Le climat, parce que c'est vrai que quand on parle de plus 4 ou plus 6 degrés, on peut se dire que c'est une différence de température qui ne doit pas être extrêmement importante. On voit des variations de température d'un jour à l'autre ou entre l'été et l'hiver qui sont bien plus importantes que ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le climat, en fait, ce n'est pas la météo. Le climat, on peut le définir avec 2 éléments. Un premier élément qui est en fait les moyennes météorologiques sur le temps long. On parlerait ici de 20 ou 30 ans. Et en termes de moyenne météorologique, on parle notamment de température, de pluviométrie, on peut parler aussi de pression atmosphérique. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui caractérise aussi le climat, c'est le type d'événements extrêmes qui lui sont associés. Et donc, ces 2 éléments, à leur tour, expliquent en grande partie également ce que sont les écosystèmes et les modes de vie qui se sont développés pour un climat donné. Alors, pour prendre un exemple, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ce soir qui sont connectés depuis Lille. À Lille et au Nord-Pas-de-Calais, on est sur un climat océanique. Un climat qui est assez différent, ou voire complètement différent du climat méditerranéen qu'on pourrait avoir, par exemple, à Marseille. Sur un climat océanique, on a des étés assez frais, des hivers assez doux et des niveaux de pluviométrie qui sont relativement constants tout au long de l'année. Et donc, évidemment, avec ce type de climat, on a également des écosystèmes qui sont propres à ce type de climat océanique, avec notamment au niveau des arbres. On a des arbres essentiellement à feuilles caduques qu'on ne retrouve pas dans des climats méditerranéens ou pas dans les mêmes proportions. Et de la même manière, les modes de vie également
se sont développés pour être particulièrement adaptés à ce type de climat et d'écosystème. Et donc là, on peut voir des différences, notamment en termes de chauffage de bâtiments, de transport, voilà, de tout un type de composants de notre mode de vie qui fait qu'on ne vit pas forcément de la même manière sous ce type de climat que sous d'autres latitudes. Et donc, si le climat, c'est tout ça à la fois, c'est tous ces éléments, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le changement climatique, c'est en fait tous ces éléments qui changent en même temps. Et donc, pour répondre à la question si un réchauffement à 4 ou 6 degrés, c'est grave, on a un exemple dans le passé qui est il y a 20 000 ans, donc il y a 20 000 ans en arrière, la planète était en fait plus froide de l'ordre de moins 4 ou plus 6 degrés environ par rapport à aujourd'hui. Donc on n'est pas sur des températures plus chaudes, mais on est sur des variations de température par rapport à aujourd'hui qui sont du même ordre de grandeur, on va dire, que le réchauffement auquel on peut s'attendre dans un scénario business as usual. Et donc il y a 20 000 ans, la planète Terre ressemble à peu près à ça. On était à la fin de la dernière ère glaciaire. Et là, vous avez un détail de ce qu'était l'Europe à ce moment-là, où en fait, vous voyez que le nord de l'Europe, la partie en violet, était recouverte d'une épaisse couche de glace, environ 3 km. On avait l'Europe continentale en jaune, où on était essentiellement sur des écosystèmes type toundra steppe qu'on retrouve aujourd'hui en Sibérie. Et on avait le sol qui était notamment gelé 12 mois sur 12 jusqu'au trait rouge. Donc là, on voit bien qu'avec une différence de seulement 4 ou 6 degrés par rapport à aujourd'hui, on est sur des écosystèmes qui sont complètement différents. Et ça va sans dire qu'on est également sur des modes de vie pour les sociétés humaines qui sont complètement différents. Donc évidemment, ça c'est à moins 4 ou moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Plus 4 ou plus 6 degrés, la réalité c'est que personne ne sait exactement vers quoi on va se diriger. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette amplitude de température, on se dirige vers des climats qui sont complètement différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ça, c'est plutôt écosystème et climat. Ce que nous disent les climatologues, c'est qu'il y a un autre élément important qui sont les événements extrêmes. Le GIEC nous dit notamment qu'avec une température qui se réchauffe, il faut s'attendre à des événements extrêmes qui sont plus fréquents, plus intenses et qui durent également plus longtemps. Dans des événements extrêmes, vous en entendez tous parler dans l'actualité. On en voit déjà des exemples avec un réchauffement aujourd'hui de l'ordre de 1 degré. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'attendre à d'autres types d'événements dans le futur. Il y a notamment une étude qui a été publiée en 2017 qui met en rapport le nombre de jours dans l'année où les températures sont extrêmement élevées et où le taux d'humidité dans l'air est extrêmement élevé. Alors pourquoi ces deux paramètres? Parce qu'en fait, dans ces conditions-là, lorsque la température est extrêmement élevée et le taux d'humidité dans l'air est extrêmement élevé, on est sur des conditions qui sont en fait mortelles pour l'être humain. Tout simplement parce que dans ces conditions, le corps humain ne peut plus réguler sa température par le mécanisme de la transpiration. Et donc, ce que vous voyez, c'est que dans un scénario à plus 4 ou plus 6 degrés, le nombre de jours où ces conditions sont totalement invivables pour l'être humain, dans une certaine frange autour de l'équateur, on est sur des conditions qui sont invivables pratiquement toute l'année. Ce que le GIEC nous dit également, c'est qu'un monde à plus 6 degrés, dans un monde à plus 6 degrés, a priori, on aurait environ 3/4 de l'humanité qui vit aujourd'hui dans des zones géographiques qui sont impropres à la vie humaine 12 mois sur 12. Alors, 6 degrés, on n'y est pas encore, évidemment, mais il faut quand même considérer qu'on est sur des changements qui sont significatifs. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'avec une température qui augmente, le climat change, on le voit déjà, et le climat peut changer de manière assez brusque et assez rapide. Et donc, je passe la parole maintenant à Livio qui va vous expliquer en quoi tout ça peut être rapide. Hop, merci Vincent pour toutes ces bonnes nouvelles. Donc, je reprends là où tu t'es arrêté et on va introduire la notion d'effet de seuil. Donc, c'est un des problèmes qui se pose à nous
nous, citoyens, mais qui se pose en particulier aux entreprises, puisqu'on va commencer à parler des entreprises à partir de maintenant, c'est que les changements se font rarement de manière linéaire et prévisible. Et on a plutôt affaire à des phénomènes d'effet de seuil. Et le problème des effets de seuil, c'est que précisément, comme vous le voyez sur cette courbe un peu grossière, c'est qu'il y a toute une première phase pendant laquelle on a l'impression que c'est linéaire et prévisible. Et le danger est là, on est potentiellement à la veille d'un point de bascule et donc d'un changement qui est beaucoup plus brutal. Avec le réchauffement, déjà à 1 degré, beaucoup de systèmes arrivent aux limites de leur capacité d'adaptation. Le seuil de 2 degrés qui est rabâché, enfin qui est fortement mis en avant par le GIEC et par conséquent dans les accords de Paris, c'est un seuil au-delà duquel, sans rentrer dans les détails, il se passe plein de trucs, qui fait que ça nous échappe et notamment, il y a plein d'effets de seuil, sur un certain nombre de phénomènes, qui vont créer de l'emballement. Donc, le fond du problème ou la grande matrice de compréhension de la situation dans laquelle on est, c'est que le réchauffement climatique apporte énormément d'incertitudes. Et cette incertitude, elle commence à toucher toutes les entreprises. On va prendre un exemple en particulier. Et c'est un exemple d'autant plus marquant que l'entreprise en question, qui est PG&E, c'est un énergéticien. C'est l'équivalent d'un EDF et d'un RTE. Donc, c'est des gens qui font et qui distribuent de l'électricité. Et c'est l'énergéticien numéro un en Californie. Il distribue à peu près un tiers de l'électricité en Californie. Donc c'est une petite entreprise qui fait un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards de dollars sur un marché qui est réglé comme du papier à musique. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater sur la courbe que vous voyez là, qui est le cours de bourse de l'action PG&E entre 2011 et 2017. Bah, ça croît gentiment, il y a assez peu de surprises, hein, ça fait des hauts, des bas, mais globalement, c'est du placement de bons pères de famille. Le problème qui se pose et qui s'est posé à PG&E, PG&E a toujours eu des sujets de vétusté de son réseau. Donc on est en Californie, il fait très chaud et donc la moindre étincelle crée des incendies, c'est quelque chose, entre guillemets «d'habituel». Il y a toujours eu des incendies en Californie, et donc tout ça est resté relativement sous contrôle. Ça faisait partie entre guillemets du package, de gérer des incendies, pour PG&E. Tout ça s'est bien passé relativement bien passé jusqu'à l'été 2017 où là les incendies sont devenus complètement hors de contrôle. Et c'est une des manifestations du seuil à 1 degré, c'est que les événements commencent à être plus fréquents, plus intenses, plus longs. Et donc en l'occurrence, l'incendie est devenu hors de contrôle. Ça c'est 2017. 1 an plus tard, en 2018, rebelote, avec un incendie encore plus dévastateur qui cette fois-ci, malheureusement, va complètement calciner une ville qui avait le mauvais goût de s'appeler Paradise, avec pour conséquence de déplacer 30 000 habitants. Donc c'est loin d'être négligeable et 88 morts. Donc là, les problèmes commencent à devenir très solides. Un climat à 1 degré, eh bien, c'est la multiplication de ce genre d'événements, notamment dans leur ampleur. Résultat des courses, pour une entreprise comme PG&E, bah, vous retrouvez à la fois l'incendie de 2017 ici et l'incendie de 2018 là. Les 88 morts, suite à l'incendie de la ville Paradise, font que PG&E est tenu pour responsable et attaqué en justice pour des dédommagements de plusieurs milliards de dollars. Elle a été placée sous le régime de la faillite pendant 2 ans. Donc ça vous montre que le changement climatique commence déjà à avoir des conséquences concrètes, et que les entreprises vont devoir y faire face, en plus de faire face aux mesures destinées à limiter le changement climatique. L'exemple qu'on vous a donné là, c'est, une conséquence directe du changement climatique sur les entreprises qui les mettent dans une grande forme d'incertitude, difficile de ne pas s'y préparer, voire dangereux de ne pas s'y préparer, tout en gardant en tête qu'il y a une autre forme de menace et c'est la celle qu'on va voir maintenant. Menace, j'entends, du point de vue de l'entreprise par rapport au business model existant, qui est, qu'est-ce que les populations et qu'est-ce que les politiques vont bien nous inventer pour réguler, le changement climatique, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et dans quelle mesure ça va contraindre, les activités. Donc à quoi ça ressemble une société qui se transforme pour respecter l'accord de Paris? Quelles conséquences ça a pour les entreprises? Donc pour un Européen, je reprends, ce que vous voyez à gauche, et qu'on a vu, tout à l'heure, qui est le bilan carbone, donc ce qui est émis, sur le sol européen, bah, vous doutez bien que pour passer de 8,8 tonnes par an à un truc entre 2 tonnes et 2 tonnes et demie, même si on se donne 30 ou 40 ans pour le faire, bah, ça va nécessiter de travailler sur tous les postes. Il n'y a aucun poste qui pèse 90 du sujet, donc il va falloir travailler sur tous les postes. Donc parmi les travaux du Shift Project,
Il y a le manifeste pour décarboner l'Europe, qui a pour parti pris de ne pas attendre de révolution technologique. Alors, il ne s'agit pas de dire que la technologie ne va pas nous aider, la technologie, de fait, va nous aider. En revanche, vu le retard ou vu l'ampleur du défi, il paraît illusoire, ou pour le dire de manière plus neutre, risqué, d'attendre des technologies miracles, pardon, pour se mettre au boulot. Donc, le parti pris du manifeste pour décarboner l'Europe est de tout faire à technologie constante. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà faire qui est de nature à baisser nos émissions de gaz à effet de serre avec des technologies existantes? Et donc, dans le manifeste, eh ben, vous allez avoir toute forme de choses. Pour les industries, on va parler d'augmenter la durée de vie des produits, d'augmenter le recyclage, d'optimiser les processus industriels pour notamment faire des économies de ressources. Pour les transports, on va suggérer de passer des voitures à la mobilité douce, c'est très à la mode en ce moment, de limiter fortement l'avion, de le remplacer par le train, si c'est possible, notamment entre les grandes villes. Si vraiment on n'a pas le choix que de prendre la voiture, puisque c'est le cas pour beaucoup de gens, on va plutôt recommander des voitures qui sont petites et légères, c'est-à-dire moins consommatrices d'énergie, probablement moins chargées en électronique, qui vous permettent de faire un milliard de trucs qu'on n'utilise jamais et ce genre de choses. Pour les bâtiments, on va parler d'isolation et de rénovation, comme c'est dans l'actualité. On va parler de fermer les centrales à charbon. Il y en a encore un paquet en Europe, hein. C'est moins le cas en France, mais il y en a un paquet en Europe. Tout ça pour dire que, mis bout à bout, il y a énormément de choses qu'on peut faire aujourd'hui sans attendre la technologie miracle. Et d'après les calculs du Shift Project, ces efforts-là, tous mis bout à bout, sont de nature à nous permettre d'économiser 2 tiers de nos émissions jusqu'à 2050. Donc quand même une grosse, grosse partie du boulot. Avec évidemment, en revanche, on va pas se cacher, des secteurs gagnants et des secteurs perdants. Tout le monde ne peut pas être gagnant dans cette histoire. On parle d'énormes changements, et c'est le point vers la slide d'après. On parle d'énormes changements, comme vous pouvez le constater, de changer tous nos usages. Donc on peut se dire, et on va essayer de déminer ça, on peut être un petit peu pessimiste et se dire on n'ira jamais, tout ça prend beaucoup trop de retard, on n'y croit pas. Nous, on tient un discours un peu différent. Qui est un discours plus prudent, qui consiste à dire qu'on n'en sait rien. Donc je reprends la métaphore de l'effet de seuil qu'on a vu tout à l'heure, enfin plus qu'une métaphore. Ça nous dit un peu que si on se base, cette slide en l'état, elle nous dit que si on se base sur la trajectoire des émissions qu'on connaît en regardant dans le passé, il y a toute forte chance que dans le futur, il se passe l'image que vous avez à droite, à savoir un bon vieux crash, vu qu'on n'aura pas réussi à arrêter cette espèce de dépendance aux énergies fossiles qui mettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est le réflexe. Or, par effet de seuil, on se rend compte qu'il y a aussi des effets de seuil positifs. Et un des effets de seuil positifs qu'on cherche à illustrer ici, c'est la prise de conscience et la mise en mouvement. Pourquoi on parle d'effet de seuil? Puisqu'on dénombre aujourd'hui 69 pays qui se sont engagés, la Chine étant le dernier d'entre eux, ce qui n'est pas tout à fait rien. Une fois de plus, quand on s'engage, ça ne veut pas dire qu'on fait, mais en attendant, c'est déjà beaucoup mieux que quand on ne s'engage pas. Il y a 69 pays qui se sont engagés dans la neutralité carbone. Ce nombre, il y a 5 ans, était à 3 pays qui, avec tout le respect qu'on leur doit, étaient l'Éthiopie, le Bhoutan et le Costa Rica, c'est-à-dire des pays dont le bilan carbone, l'empreinte carbone était déjà extrêmement faible. Donc, c'est des pays qui avaient très peu d'efforts à faire pour arriver, voire dans certains cas pas d'efforts à faire, si on pense au Bhoutan, pour atteindre la neutralité carbone. Bon, en 5 ans, on est passé à 69 pays, avec dedans des énormes machins. Donc, on peut voir qu'il y a aussi des phénomènes d'effet de seuil dans la prise en compte du problème et dans la mise en action. Les sociétés humaines aussi fonctionnent par effet de seuil. Donc, on est dans l'incertitude totale. On ne sait pas, vers quoi on va entre aller dans le mur et piler sévèrement, ce qui est quand même un peu, ce qui nous paraît à nous un peu plus souhaitable. On n'en sait rien et en particulier, les entreprises n'en savent rien non plus. Elles se retrouvent coincées entre 2 grands scénarios, caricaturaux, on va dire. Le premier scénario caricatural est facile à comprendre, c'est celui qui est en orange. On va l'appeler non contraignant. Tout à l'heure, Vincent parlait de business as usual. Non contraignant sur le plan des règles du jeu, mais en revanche, c'est très contraignant sur le climat. Vous pouvez penser au cas PG&E. Il va se passer des trucs dans tous les sens qui vont bouleverser les modes de production ou faire en sorte que des trucs qui étaient sous contrôle il n'y a pas si longtemps deviennent complètement incontrôlables. Et puis à l'inverse, il y a le scénario bleu, c'est celui où on se remonte les manches et on dit on arrête de faire n'importe quoi et on veut limiter
On veut s'assurer de limiter le réchauffement climatique très en dessous de 2 degrés. Et dans ce cas-là, c'est énormément de contraintes réglementaires, énormément de changements de process, énormément de choses qui étaient autorisées qui subitement deviennent interdites, et ce genre de choses. Alors évidemment, selon toute vraisemblance, on va vivre aucun de ces 2 scénarios. On va se retrouver, quelque part entre les 2. On ne sait pas exactement où. Gardons en tête toutefois que chaque quart de degré, chaque dixième de degré, compte, et que c'est ça qui va déterminer la trajectoire, qu'on prend. Et je repasse la main à Vincent. Merci Livio. Et donc, en ayant vu en effet les différents types de pressions qui peuvent advenir avec le changement climatique, ce que Livio nous disait, les pressions physiques et les pressions de transition, on va dire. Et si on revient au schéma qu'on a vu au tout début de la conférence sur l'entreprise et ses parties prenantes, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'en fait, le changement climatique peut avoir des effets assez importants à la fois sur l'entreprise de manière directe, mais également sur l'ensemble de ses parties prenantes, étant donné l'impact du changement climatique. Un autre sujet, un autre élément important que Livio nous a expliqué, c'est également les effets de seuil. C'est-à-dire que l'entreprise peut être soumise à des changements assez rapides, pareil, de manière directe, mais également ses parties prenantes. Et donc, ce phénomène, en fait, on l'a vu avec PG&E, mais il y a d'autres exemples qu'on voit déjà aujourd'hui dans l'actualité. Il y a notamment le cas de BASF, notamment, qui est une entreprise de chimie allemande, qui en 2018 a annoncé des surcoûts, des coûts exceptionnels, on va dire, de l'ordre de 250 millions d'euros. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ont une usine installée au bord du Rhin, en Allemagne, qui a dû faire face en 2018 à un niveau d'étiage extrêmement bas, beaucoup plus bas que d'habitude, et qui a donc impacté l'entreprise dans ses opérations de deux manières. Une première manière avec une limitation pour importer, pour se fournir en matières premières qui arrivent par le fleuve, et une autre manière aussi qui a impacté l'opération même de l'usine en empêchant BASF de refroidir le fonctionnement de l'usine. Et donc là, on voit bien qu'il y a un impact assez soudain, assez brusque sur une entreprise qui, jusqu'à maintenant, avec le climat historique, n'avait pas affaire à ce type de situation. Ça, c'est l'exemple encore d'un effet de seuil sur une pression physique. Il peut y avoir d'autres effets de seuil sur les pressions de transition. Par exemple, on pense par exemple aux constructeurs automobiles qui sont, on va dire, en attente ou qui sont sous pression de voir à quel moment et comment les régulations et les pouvoirs publics vont les inciter à produire des véhicules moins émissifs. Et donc, ce qu'on voit avec ces exemples, c'est qu'en fait, le changement climatique entraîne des changements, entraîne l'apparition de nouveaux risques pour l'entreprise, et que si l'entreprise ne s'adapte pas, elle a un sérieux problème qui peut même l'amener jusqu'à la faillite. Et on va revenir sur un exemple historique qui n'a pas à voir avec avec le changement climatique, mais qui est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est un exemple que vous connaissez certainement déjà, donc je vais essayer d'aller assez rapidement, c'est l'exemple de Kodak. Kodak, donc, qui était une entreprise leader sur son marché de la photo argentique, appareil et pellicule. Et Kodak a donc fait l'expérience, on va dire, d'un changement de marché, d'une modification de marché avec l'irruption de la photo numérique dans les années 2000 environ. Innovation technologique qui a en fait produit un réarrangement du marché où en fait les consommateurs se sont tournés en grande partie vers la photo numérique, alors que Kodak n'a pas voulu ou n'a pas su s'adapter et prendre ce virage stratégique. Donc un réarrangement du marché qui en fait conduit à la perte de Kodak, qui a fait faillite dans les années 2010.
Et donc, ce qu'on voit avec cet exemple, c'est qu'une modification du marché, si l'entreprise ne le prend pas en compte et ne s'adapte pas au point de vue stratégique pour survivre, elle risque grandement la faillite. Et si là, on est sur un exemple d'innovation technologique, ce qu'on peut se dire, c'est que le changement climatique, en fait, va produire le même type d'effet pour les entreprises en modifiant les marchés, les besoins et les exigences des entreprises. Donc, dans ce contexte-là, les entreprises ont tout intérêt à établir des politiques climatiques pour mettre en place des stratégies qui sont compatibles avec ces évolutions. Et donc, des politiques climatiques, on a l'habitude de les définir autour de 2 piliers. Un premier pilier qui est l'adaptation, qui est en fait l'adaptation au changement climatique dans ses conséquences physiques et climatiques. Et un autre pilier qui est l'atténuation, donc là, qui consiste en fait à réduire son effet négatif sur le climat, donc tout simplement en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va voir l'exemple d'une entreprise qui met en place une politique climatique dès aujourd'hui. Et cet exemple, c'est l'exemple de L'Oréal. L'Oréal qui, en 2013, a annoncé un objectif de réduction de ses émissions de l'ordre de 60% sur ce qu'ils ont appelé en fait le poste usine et centrale de distribution, donc c'est-à-dire sur son périmètre propre d'activité. Et donc L'Oréal a communiqué de manière assez transparente sur la méthode et sur les actions qu'ils ont mis en place à ce niveau-là. Ils ont notamment pris l'exemple d'une usine qui est l'usine de Settimo en Italie, donc à côté de Turin, en Italie du Nord. Et donc, pour comprendre un peu les actions qu'ils ont mis en place, il faut revenir sur comment était structurée, on va dire, l'usine initialement. C'est une usine qui produit des produits de maquillage et de soins capillaires. Et donc, c'est une usine qui initialement était plutôt avec des processus industriels assez énergivores. Une usine qui dépend également du mix électrique italien. Il faut savoir qu'en Italie, pratiquement 60% de l'électricité est produite à partir d'énergie fossile. Une usine qui dépend également de fournisseurs externes, donc de transport en termes de matières premières, d'emballage. Une consommation d'emballage un peu trop importante par rapport aux besoins de l'usine, ce qui conduit l'usine en fait à générer des déchets d'emballage. Et enfin, une consommation d'eau qui également rejette des eaux usées. Et donc, ce que L'Oréal a fait sur cette usine, mais pas seulement sur l'ensemble de son parc d'usines, c'est de revoir complètement le fonctionnement industriel, on va dire, de son outil industriel, en ayant une approche globale et en commençant d'abord par revoir les processus industriels pour les rendre plus efficaces d'un point de vue énergétique, ce qui leur a permis de réduire de l'ordre de 40% les besoins en énergie. Deuxièmement, ils ont également cherché à s'approvisionner en énergie, en électricité auprès de fournisseurs d'énergie renouvelable pour l'ordre des 2 tiers de leur consommation énergétique. Donc d'abord en installant des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'usine, mais également en s'associant avec une usine électrique à base de biomasse à côté de Turin, en se connectant également au réseau de chaleur généré par l'utilisation des déchets de la ville de Turin. Donc ça, du point de vue énergétique. Ils ont décidé également d'internaliser une partie de la production d'emballage, ce qui leur a permis de réduire leur consommation externe et également leurs déchets d'emballage. Et enfin, ils ont adopté ce qu'ils appellent le concept d'usine sèche, qui leur permet en fait de réutiliser, de retraiter l'ensemble des eaux qui sont utilisées dans leur processus industriel. Ce qui est un avantage assez important pour l'entreprise, dans le sens où en termes d'adaptation au changement climatique, ça leur permet a priori d'être plus résilients face au changement climatique et notamment aussi au stress hydrique auquel on peut s'attendre dans le bassin méditerranéen avec le réchauffement climatique. Et donc, bilan des courses, avec toutes ces actions qui ont été mises en place par l'entreprise, L'Oréal annonce en 2018, donc 2 ans avant la date prévue, avoir dépassé ses objectifs, alors que dans le même temps, son activité, son volume de production a augmenté de l'ordre de 40%.
Alors, évidemment, on vous parle de L'Oréal ce soir. Ce n'est pas pour vous dire que chez L'Oréal, tout est magnifique et merveilleux. On est bien conscient que si L'Oréal met en place ce type de stratégie, c'est qu'a priori, il y a un intérêt pour L'Oréal, pour l'entreprise. Elle ne fait pas ça forcément par pure philanthropie. Il y a certainement un intérêt stratégique, un intérêt économique, un intérêt également d'image pour une entreprise qui vend des produits de beauté, ça peut être important, l'image. Mais ce qu'on voulait surtout montrer avec cet exemple, c'est un exemple concret d'une entreprise qui met en place des actions et une politique climatique pour montrer qu'en fait, il y a des marges de manœuvre déjà aujourd'hui au niveau de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on suit un peu l'actualité, on voit des entreprises qui annoncent des objectifs de réduction de leurs émissions ou même de neutralité carbone d'ici 2050 tous les jours. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire la part du vrai et du faux ou la part de l'ambition pertinente ou pas au niveau des entreprises quand on voit des objectifs climatiques. Et pour répondre à cette question, en fait, on a notamment une organisation qui s'appelle le Science Based Target, qui a été créée en 2014 et qui est qui travaille depuis sous l'égide de l'ONU, qui se propose de répondre à cette question en analysant les plans climat qui lui sont présentés par les entreprises et en validant ou non ces plans climat dans la mesure où ils sont compatibles ou pas avec les accords de Paris. Et donc, ce qu'on voit, c'est que depuis 2014, il y a eu une augmentation assez importante du nombre d'entreprises qui soumet des plans climat au Science Based Target. On est environ à 1000 entreprises à fin 2020 qui ont déjà soumis ce type d'objectifs. 1000 entreprises où on est essentiellement sur des grandes entreprises. En France, on a des entreprises comme Kering, comme Carrefour, comme Alstom, dont les plans climat ont été validés. Et les entreprises qui embauchent, alors les 400 entreprises dont les plans climat ont déjà été validés, embauchent a priori environ 12 millions de personnes dans le monde. Ce qui veut quand même dire que si vous êtes intéressé pour travailler pour une entreprise à l'avenir qui s'engage pour le climat, vous avez des grandes chances de trouver ou au moins de postuler pour des entreprises qui sont dans cette démarche-là. Alors, évidemment, encore une fois, ici, on est encore au stade des annonces, de l'ambition, des objectifs. C'est évident que de mettre en place ce type de politique climatique, ce n'est pas forcément facile. C'est la mise en œuvre qui va être compliquée. Et on va revoir ça avec l'exemple de L'Oréal, encore une fois, où en fait L'Oréal, après avoir atteint ses objectifs en 2018, a annoncé de nouveaux objectifs qui ont été également validés par le Science Based Target, des objectifs qui sont maintenant de réduire de l'ordre de 25% les émissions complètes qui sont liées à son activité, donc c'est-à-dire sur toute l'empreinte carbone de l'entreprise. Une réduction de 25% d'ici 2030. Alors, avant de voir à quoi tout ça engage l'entreprise, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est ce qu'a fait L'Oréal en faisant ce qu'on appelle le bilan carbone, qui est en fait l'estimation poste par poste des émissions qui sont liées à son activité. Et donc, ils ont décomposé en fait ce bilan carbone en plusieurs éléments. La partie en bleu, d'abord, l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est la partie, le périmètre sur lequel L'Oréal a déjà travaillé entre 2013 et 2018. Donc essentiellement ses bâtiments, sa flotte de véhicules, tout ce sur quoi en fait L'Oréal a une emprise directe. Mais évidemment, l'empreinte totale de l'entreprise ne se limite pas à son activité propre. Et ce que L'Oréal a fait en fait dans son bilan carbone, c'est de prendre en compte également, d'une part, les activités amont. Donc ça correspond en fait aux émissions qui sont liées à la production de matières premières, à la construction de bâtiments, au déplacement des matières premières. Donc ça, c'est la partie amont que vous voyez en orange ici. Et également, il faut prendre en compte les émissions qui sont liées à l'aval de l'entreprise, donc à l'utilisation en fait, des produits, à la distribution des produits, à l'utilisation des produits. Où en fait, on voit que la partie principale des émissions, dans ce cadre-là, c'est les émissions qui sont liées à l'utilisation des produits, qui sont notamment, a priori, liées à l'utilisation d'eau chaude dans l'utilisation des produits L'Oréal.
Et donc, ce qu'on voit en ayant fait le bilan carbone total de L'Oréal, c'est qu'en fait, l'activité de l'entreprise sur laquelle L'Oréal a déjà travaillé est une partie extrêmement faible. On parle de pratiquement 1% de l'empreinte totale de l'entreprise. Et donc, en fait, si L'Oréal a eu une activité qui a augmenté de 40% pendant la période, c'est fort probable en fait que malgré tous les efforts de réduction d'émissions qu'ils ont produits sur leur périmètre propre d'activité de l'entreprise, il est fort à parier en fait que l'empreinte totale de L'Oréal a augmenté. Un autre élément, c'est que si maintenant l'entreprise s'engage à une réduction de l'ordre de 25% de ses émissions, on est déjà sur des efforts, sur un ordre de grandeur qui est bien plus important que les efforts qui ont déjà été produits. En fait, on parle ici de 10 fois plus d'efforts à fournir que ce qui a déjà été fourni entre 2013 et 2018. Par ailleurs, si L'Oréal veut être compatible avec les accords de Paris et si ils ne font pas marche arrière sur l'autoroute au milieu de la période, ils vont devoir, encore une fois en 2030, s'engager sur une deuxième réduction de leur empreinte carbone, encore une fois de l'ordre de 25%. Pour être compatible, encore une fois, avec les accords de Paris, les objectifs auxquels ils se sont engagés avec le Science Based Target. Donc là, on voit encore qu'on est quand même sur des efforts qui vont être extrêmement significatifs pour l'entreprise. On parle de réduire en fait de moitié son empreinte carbone totale d'ici 2035-2040. Ce qui fait qu'en fait, ce sur quoi a travaillé L'Oréal jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les processus industriels, l'organisation de l'entreprise, risque fort d'être insuffisant pour atteindre ces objectifs. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant avec Livio, c'est que ce type d'engagement pour les entreprises implique en fait une refonte complète des business models, des stratégies de l'entreprise. Hop, et me voilà. Et oui, effectivement, c'est le principal sujet. Donc là, on essaie de se mettre un peu dans les baskets, entre guillemets, de l'entreprise, du chef d'entreprise, du manager de demain, du salarié, de ce que vous voulez. De manière très, très macro, on voit quoi? Que dans le monde d'hier, les entreprises se sont construites autour de leur cœur de métier, dans un cadre économique, philosophique, civilisationnel, vous appelez ça comme vous voulez, qui est autour de la croissance, du consumérisme et du productivisme. De plus en plus d'entre elles, c'est ce qu'on commence à détailler dans la présentation, ajoutent désormais le changement climatique comme une contrainte additionnelle. Mais tout ça reste dans un cadre qui, lui, ne change pas. Du coup, quand vous faites de la rénovation thermique ou quand vous faites de la réparation de vélo, quand vous faites du transport en train, c'est pas hyper compliqué, hein. Il suffit juste de faire un peu gaffe, mais globalement, vous allez dans le bon sens. Vous faites partie de ceux qui sont naturellement dans la bonne direction. En revanche, quand vous êtes Air France ou Total, pour ne parler que de grosses entreprises françaises, c'est beaucoup plus compliqué et on se retrouve dans une forme d'impasse qui va être qui est joliment matérialisée comme ça. Surtout quand le cadre n'est pas défini. Je pense c'est vraiment le point qu'il faut garder en tête. Et dans l'intervalle, entre maintenant et le moment où le cadre sera défini, ce qu'on voit de plus en plus de ce que font les entreprises pour se débattre dans cette incertitude, c'est un phénomène qui est bien connu et qui s'appelle le greenwashing. Et un des objectifs de cette présentation, c'est de donner des clés de compréhension de ce qui est du greenwashing et de ce qui l'est pas. Donc le greenwashing, c'est quelque chose qui est omniprésent. Parmi vous, ce qui n'empêche pas le fait que, bien sûr, il y a des entreprises qui agissent réellement, hein. Mais si pour vous, la problématique environnementale, c'est un critère de choix, il va falloir être capable de séparer le bon grain de l'ivraie et donc oui, c'est le but de cette présentation. Si on regarde la courbe, si on zoome sur la courbe qui a été présentée tout à l'heure par Vincent, et qui montre une trajectoire compatible avec les accords de Paris, on voit qu'il y a 3 propriétés qui sautent aux yeux. La première, c'est que la baisse doit être immédiate.
La deuxième, c'est que la pente doit être quand même très forte, donc la baisse doit être conséquente. Et la troisième, c'est que vu le point d'arrivée, personne ne peut y échapper, la baisse doit être globale sur l'ensemble des secteurs et l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on va prendre quelques exemples de communication d'entreprise à l'aune de ces critères, et puis on va essayer de faire le tri. Alors un exemple qui est un grand classique, alors on prend l'exemple d'Air France, c'est pas pour taper sur Air France, c'est un cas extrêmement fréquent de greenwashing. Air France annonce 50% d'émissions équivalent CO2, 50% de baisse pardon, d'émissions en équivalent CO2 d'ici 2030 par passager kilomètre. Donc c'est les émissions, on va dire, à chaque fois que vous prenez l'avion, on va dire qu'on est de plus en plus efficace et de moins en moins émetteur à distance constante. Et donc ils disent que ça a baissé de 50% par rapport à un point de départ qui est 2005. Donc là, on a envie de dire Air France, bravo, merci beaucoup. Problème, dans le même temps, d'ici 2030, alors cette slide date d'avant la crise de la Covid, mais le raisonnement fonctionne dans beaucoup d'autres industries. Dans le même temps, l'évolution du trafic aérien est prévue pour être multipliée par 3. Résultat des courses, si vous diminuez de 50% les émissions, le flux d'émissions par passager kilomètre, mais que vous multipliez par 3 le nombre de passagers kilomètres, vous vous retrouvez en réalité à passer d'une annonce qui est une réduction de 50% des émissions à une réalité qui est plus 50% d'émissions d'ici 2030 pour le secteur aéronautique. Donc la différence, c'est que dans un premier cas, j'ai raisonné de manière variable et dans un deuxième cas, j'ai raisonné de manière absolue. C'est ça qu'il faut retenir pour être à la chasse au greenwashing, c'est que quand vous voyez des annonces en valeur relative, ça sent pas bon. Malheureusement, les gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, ils y restent, c'est du stock, donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est les valeurs absolues, et c'est à cette aune-là qu'on voit si on est dans le greenwashing ou pas. Deuxième exemple, DPD, qui est un transporteur qui a fortement le vent en poupe avec notamment la croissance du e-commerce, donc ils livrent des colis, ces gens-là. Vous avez probablement déjà été livré par DPD. L'autre, c'est la deuxième méthode de greenwashing qui est très souvent utilisée, c'est celle de la compensation. Donc DPD, gros transporteur, ils ont des avions, ils ont des voitures, ils ont des camions, et ça émet des gaz à effet de serre de tous les côtés. Pour vous donner un ordre de grandeur de DPD, c'est un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2018, donc c'est quand même un gros bidule, dans un secteur, une fois de plus, en pleine explosion. Eh bien, DPD a annoncé la neutralité carbone, et ils ont dit, nous, pour faire de la neutralité carbone, bah, c'est super, on va faire de la compensation. Et la compensation, on va la faire de deux manières. D'abord, on va dire qu'on plante des arbres. Alors, si on fait les maths, hein, c'est le sens du greenwashing derrière. On compte en gros qu'une forêt, ça absorbe pas loin de 8 tonnes par an de dioxyde de carbone, et ça va durer pendant 100 ans. Donc, si on regarde les émissions issues de l'homme, qui sont on en a parlé tout à l'heure, de l'ordre de 40 milliards de tonnes par an, on se rend compte que si tout le monde fait comme DPD, tous les 100 ans, il va falloir planter l'équivalent de 5 Sahara. Autant dire que personne n'y croit, et même que ce n'est pas forcément souhaitable, puisqu'on a d'autres choses à faire avec le sol, comme par exemple ne rien faire ou faire pousser des trucs pour se nourrir. La deuxième façon qu'ils évoquent dans cette idée de compensation, c'est de financer des projets de baisse des émissions pour les autres. C'est un grand classique aussi. Moi, je suis très émetteur. Vous pouvez prendre Total, par exemple. J'ai une activité qui structurellement est émettrice. Et ben, je vais aller financer la transformation soit de clients, soit de fournisseurs, de sorte qu'eux émettent moins. Alors, ça a un impact qui est positif, hein, il ne s'agit pas de dire le contraire. En revanche, les problèmes que ça pose, c'est que c'est des méthodes qui ne passent pas du tout à l'échelle. Donc, certains vont pouvoir le faire, s'ils ont les moyens de le faire. Ils vont pouvoir le faire un temps, ils vont pouvoir le faire à une certaine hauteur, mais on voit bien que la compensation, c'est pas du tout une méthode qui permet de passer de 40 milliards de tonnes émises dans l'atmosphère à pas loin de zéro, même si on est dans la compensation. Et puis, troisième option, qui repose sur le cas que Vincent a détaillé de L'Oréal. Là, le cas de greenwashing, bah, c'est je vais vous annoncer des chiffres hyper flatteurs sur une partie de ma chaîne de production, si bien que je suis capable de dire je fais moins 77% d'émissions par rapport à 2005 sur mon poste usine et centrale de distribution, tout en faisant 38% d'augmentation des volumes de production. Bon, bah, une fois qu'on a dit ça en communication, le message qui transparaît dans l'oreille du consommateur ou de la personne qui n'est pas hyper avisée, c'est waouh, L'Oréal, ils ont fait un truc de dingue. Ils ont baissé leurs émissions de 77%. Et puis vous vous rendez compte, in fine,
que ces 77%, c'est une baisse très forte sur un périmètre très petit. Donc, l'impact total est négligeable par rapport à toute l'activité de L'Oréal. On n'est pas réellement dans la trajectoire des accords de Paris, loin s'en faut. Conclusion, certains d'entre vous finiront peut-être dans la communication des entreprises. Donc, on n'est pas choqué de se dire que quand une entreprise communique, c'est plutôt pour se présenter sous son meilleur jour. Vous avez rarement des entreprises qui communiquent pour dire nos produits sont pourris ou on fait travailler je sais pas qui, je sais pas où. C'est pour se présenter sous son meilleur jour. Donc, y compris dans ce qui touche à la problématique environnementale, eh bien, il y a de la communication faussement positive et donc, en l'occurrence, c'est du greenwashing. L'objectif de base, c'est de faire des ventes pour la plupart des entreprises. Il suffit donc de le savoir et de se rappeler les 3 règles et de se les rappeler systématiquement à chaque fois qu'on voit de la communication. Et pour vous qui allez être amenés à passer des entretiens ou qui en passez peut-être déjà, eh ben, posez des questions qui fâchent, hein, challenger. La baisse doit être immédiate, elle doit être sur l'ensemble de l'activité et méfiez-vous, dès qu'on vous parle de neutralité et de compensation, dès qu'il s'agit de dire: «Bah, moi je change rien à mes process, je fais tout comme d'habitude, mais je vais faire et donc je continue d'émettre comme un cochon, mais je vais rattraper ça en faisant d'autres trucs», en général ça sent pas bon du tout. Maintenant qu'on a fait le tour, du côté, des problèmes dans la vie des entreprises, donc on a parlé d'un changement de modèle, de la grande incertitude et malheureusement de l'utilisation du greenwashing pour se dépatouiller avec ça, je repasse, la main à Vincent qui lui va vous parler un peu des solutions. Merci Livio. Et en effet, donc pour voir un peu quand même le côté positif de toute cette histoire, on va revenir un peu sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec Kodak, en se disant que d'un point de vue général, d'un point de vue global, au niveau macro, on va dire, l'économie aujourd'hui, en fait, c'est le droit pour les entreprises, en grande partie, d'utiliser ce qu'on appelle les énergies fossiles, donc charbon, gaz, pétrole, de manière directe ou indirecte, hein. Mais que du coup, si on met à partir de demain la contrainte climat dans l'équation, ben, évidemment, les entreprises, celles qui dépendent directement de l'exploitation des énergies fossiles, mais également celles qui en dépendent un peu plus indirectement, c'est-à-dire pratiquement toute l'économie, va devoir en fait ou vont devoir se réadapter et laisser de côté, on va dire, ces énergies fossiles. Mais alors, si on s'arrête ici, on voit que le côté négatif de l'histoire. Et de la même manière que Kodak en fait a disparu, ce qu'on voit en fait dès maintenant, c'est que la contrainte climatique crée des problèmes pour des entreprises aujourd'hui existantes, mais elle crée également des opportunités. Et donc, tout ce mouvement, on va dire, de transition implique pour certains secteurs à se réadapter, voire disparaître, mais également permet à certaines activités de se développer. Et donc, des exemples d'entreprises qui tirent parti de la transition, je pense que vous en connaissez tous, vous en connaissez, on en voit tous les jours dans l'actualité. On a quelques exemples ici. On a notamment Greenflex, qui est une entreprise de conseil en efficacité énergétique, qui est passée environ de 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en une dizaine d'années. On a le cas de Cyclab, qui travaille sur le sujet des mobilités douces, qui a ouvert 50 points de vente en moins de 15 ans. On a le cas de Rockwool également, qui produit des panneaux isolants pour le bâtiment, dont l'action en fait a été multipliée par 5 en près de 10 ans. Le cas de Corsica Sol, qui est une entreprise qui développe des parcs photovoltaïques, qui a levé en 2019 environ 20 millions d'euros. Donc voilà, donc ça, c'est des exemples d'entreprises. Il y en a d'autres. Là, on est plutôt sur des startups ou PME ou entreprises de taille moyenne. Il y a également les grands groupes, évidemment, qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Il y a le cas de Veolia, notamment, qui travaille sur les filières de recyclage, sur tous les sujets d'économie circulaire. Le cas de Peugeot, par exemple, pour prendre un exemple, sur l'automobile, où ils sont obligés de travailler sur des véhicules moins émissifs. On a vu le cas de L'Oréal, qui doit travailler en interne pour se réorganiser et pour être moins émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'on voit avec tous ces exemples, c'est qu'en fait, l'entreprise, très clairement, peut tirer son épingle du jeu et peut être un acteur de la transition. Ce qu'on pense également chez les shifters, c'est que
ça va bien au-delà, et c'est qu'en fait, l'entreprise doit être un acteur de la transition, dans le sens où en fait, les changements sont si significatifs, sont tellement significatifs qu'il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas d'entreprise qui s'adapte et qui change et qui participe à ce mouvement. Et pour participer à ce mouvement-là, l'entreprise a plusieurs leviers. Il y a notamment le levier de l'innovation. Si Peugeot veut produire demain un véhicule peu émissif, ils vont être obligés nécessairement d'innover et de proposer des produits aux technologies nouvelles. Un autre levier, c'est notamment d'accompagner les politiques publiques qui œuvrent en faveur de la transition énergétique. C'est le cas de Rockwool, par exemple, qui bénéficie à plein en fait, des régulations thermiques qui sont actualisées régulièrement et qui impliquent en fait, pour les constructeurs, les entreprises de BTP, de produire des bâtiments qui sont moins émetteurs. Et enfin, un autre levier, c'est également c'est ce que fait L'Oréal, en fait, notamment, d'une entreprise qui se réorganise pour être plus efficace, plus efficiente et pour réduire son empreinte carbone. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que l'entreprise peut et doit être un acteur de la transition, ce qu'on pense aussi chez les shifters, c'est qu'on n'a fait qu'une partie du chemin, et que très certainement, l'entreprise ne pourra pas tout dans cette histoire. Si on veut qu'il y ait une vraie transition d'un point de vue global et surtout une transition qui dure et qui perdure, il faudra nécessairement que l'ensemble de la société y participe et, on va dire, rame dans le même sens. Et on a notamment un exemple de ce point de vue-là, qui est celui de la Norvège et plus particulièrement de la vente de véhicules neufs en Norvège. La Norvège, en fait, a annoncé l'objectif de vouloir interdire en 2025 la vente de véhicules neufs, de véhicules thermiques. Donc, ce qu'on voit, c'est que la dynamique est déjà en grande partie lancée. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce mouvement de fond a été possible seulement parce que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et l'ensemble des parties de la société se sont engagés dans ce sens. On a d'abord les pouvoirs publics. Alors, il y a l'État notamment qui octroie des bénéfices fiscaux aux détenteurs de véhicules neufs. Ils ont également rendu les autoroutes gratuites pour les véhicules électriques. Au niveau local, pareil pour les pouvoirs publics, il y a une incitation, un encouragement pour installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il y a beaucoup de villes aussi qui permettent l'utilisation des couloirs de bus pour les véhicules électriques. Donc ça, c'est plutôt du point de vue des pouvoirs publics. Évidemment, l'entreprise a également un rôle moteur à jouer dans cette histoire en fabriquant les véhicules électriques, mais également en installant et fabriquant les bornes de recharge, notamment. Et enfin, dernier maillon de la chaîne, le citoyen et le consommateur qui on le voit dans les ventes de véhicules neufs en Norvège, se réoriente progressivement vers ce véhicule électrique avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir pour le consommateur. Et donc, ce qu'on voit avec cet exemple, en fait, c'est que si on souhaite que la transition devienne une réalité, on va dire, et qu'elle ait des vrais effets dans le temps long, pour que cela ait lieu, il faut qu'en fait l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, l'ensemble de la société s'engage dans ce sens et mette surtout le climat et la lutte contre le changement climatique en haut des priorités. Et donc, à votre niveau, de la même manière, si vous souhaitez œuvrer pour la lutte contre le changement climatique, vous pouvez. Il y a des actions à mettre en place à tous les niveaux en tant que citoyen, en se mobilisant dans des mouvements citoyens, avec des marches pour le climat, par exemple, au niveau politique, par le vote notamment, au niveau associatif, en vous engageant dans des mouvements qui œuvrent pour le climat, et en tant que consommateur également, en faisant des choix de consommation qui sont
plus pertinent pour le climat et qui, par là même, envoie aussi des signaux aux entreprises qui seront amenées, ou qui seront incitées, on va dire, à s'adapter. Mais alors, à votre niveau, ce n'est pas la seule façon. Si vous souhaitez jouer un rôle aussi dans la lutte contre le changement climatique, il y a une autre façon également pour cela, et c'est notamment en tant que salarié ou futur salarié. Et donc, en effet, si vous souhaitez plus tard vous diriger vers des entreprises qui œuvrent pour le climat, la première chose à faire, à mon avis, c'est de s'orienter, donc c'est-à-dire de s'informer sur les entreprises et sur leur politique climatique. Donc, on vous a mis ici quelques exemples de sites internet où vous pouvez trouver pas mal d'informations. Il y a le site notamment du Shift Your Job, qui est un site internet qui a été créé par des bénévoles des shifters, où en fait vous allez retrouver un annuaire et le détail de toutes les organisations, toutes les entreprises qui, en France, travaillent et œuvrent pour le climat. Il y a le cas aussi du manifeste pour un réveil écologique, où en fait là, vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations sur les politiques climatiques qui sont mises en place par les entreprises. Et enfin, le site de Science Based Target, dont on a déjà parlé, où vous allez retrouver également les entreprises dont les plans ont été validés par le Science Based Target, également les objectifs et en quoi ça consiste. Donc ça, c'est en tant que futur salarié ou en tant que professionnel. Il y a une autre façon également de jouer un rôle pour le climat en tant que salarié, c'est par votre compétence. Ce qu'on a vu, du moins ce qu'on a essayé de montrer tout au long de la conférence, c'est que le changement climatique va impliquer une série d'adaptations et de changements pour les entreprises qui, si elles veulent s'adapter et survivre à ces changements, vont devoir mobiliser en interne des compétences, des connaissances de la part des salariés. Et donc là, vous allez avoir une épingle à jouer en arrivant sur le marché du travail, en vous formant, en vous informant sur les enjeux du climat, sur ce que ça implique pour une entreprise, sur savoir ce qu'est une empreinte carbone, sur savoir quels sont les leviers d'action pour l'entreprise, pour que l'entreprise puisse mettre en place les politiques climatiques qui lui permettront de s'adapter au changement climatique. Donc voilà, et donc pour conclure, on voudrait vous dire que tout n'est pas trop tard. C'est pas parce que on a l'impression que les entreprises jusqu'à maintenant ne se sont pas adaptées ou n'ont pas fait grand-chose pour le climat que ça va pas changer à l'avenir. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un mouvement de fond qui commence à émerger. Et en tant qu'étudiant, en tant que futur salarié et en tant que salarié, on a tous un rôle à jouer dans cette dynamique. Et donc, on espère que, en tout cas, cette conférence vous a intéressé et vous a permis d'avoir des grilles de lecture sur la relation qu'il peut y avoir entre le climat et les entreprises. Et donc, voilà, on vous laisse la parole maintenant si vous avez des questions pour qu'on y réponde. Merci beaucoup en tout cas. C'était très complet et très très intéressant. Alors j'invite tout le monde à mettre vos questions dans le chat. Étant donné qu'on est relativement nombreux, posez votre question à l'écrit. Et ensuite, si vous avez besoin d'ajouter des commentaires, de rajouter d'autres choses, vous pouvez, au moment où on sélectionne votre question, activer votre micro pour directement échanger à l'oral si vous souhaitez. Donc moi, j'avais une question. Vous aviez parlé du greenwashing, notamment avec le cas de DPD, et de la compensation carbone avec les arbres. Et donc, qu'en est-il, par exemple, de Ecosia, qui base tout son business model donc, sur la plantation d'arbres? Est-ce que c'est exactement la même chose que une entreprise comme DPD qui utilise la plantation d'arbres pour faire du greenwashing, ou est-ce que c'est quand même un moindre mal?
Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, si. Alors, je connais un peu Ecosia, bon, même si je ne connais pas les Bah détails. oui, voilà, un petit peu. Donc Ecosia, si c'est pas clair pour tout le monde, c'est un moteur de recherche, c'est un concurrent de Google, on va les présenter comme ça, dont la promesse est de dire que tous les profits qu'ils font sont de nature à financer des projets essentiellement dans le fait de planter des arbres. Accessoirement, j'ai pu constater que c'était vrai en Normandie, où j'ai vu des petits gars d'Ecosia en train de planter des trucs, donc ça arrive vraiment à la fin. Alors, c'est 2 cas un peu différents. Et ce qui est, pour au moins 2 raisons qui me viennent à l'esprit, il y en a peut-être d'autres. La première raison, c'est que le bilan carbone d'Ecosia est ridicule par rapport à celui de DPD. Alors il n'est pas nul, hein. Le numérique, c'est pas un petit sujet, il faut se méfier, hein. Ce qu'on télécharge ou ce qu'on stream en particulier, c'est de l'infrastructure beaucoup qui a été très émettrice à fabriquer et c'est des flux qui sont aussi émetteurs. Donc c'est pas pour dire le numérique, c'est rien. En revanche, le numérique, c'est pas non plus le transport de colis tous azimuts et avec des camions, des voitures, des avions, des bateaux. La deuxième grosse différence, c'est que ce n'est pas exactement un phénomène de compensation, hein. Ecosia dit: «L'argent que vous me donnez, mes profits, je vais planter des arbres avec». DPD dit: «J'ai une partie de mon budget qui va m'aider à financer de la compensation ou des projets de décarbonation, mais le gros de mes profits va à mes actionnaires». Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Une fois qu'on a dit ça, dans les 2 cas, si vous voulez être puriste, il faut utiliser ni Ecosia ni DPD, mais il faut arrêter d'utiliser un paquet de trucs, hein, pour tomber à 2 tonnes. Donc c'est pas, il convient de rentrer dans les détails et de hiérarchiser, un peu les sujets, mais je les mettrai pas sur le même plan, donc notamment pour des raisons d'ordre de grandeur, à la fois dans le déficit de départ, c'est-à-dire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre des 2 entreprises qui n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur, et ensuite dans la mission. La mission n'est pas la même. Il est fort probable, à vérifier, hein, parce que j'en sais rien, que l'empreinte carbone d'Ecosia, à l'arrivée, soit négative. Là où DPD, ils font pas dans le négatif, hein. Ils font au mieux dans le neutre, avec une définition de neutre qui est un peu particulière, qui consiste à dire je continue à émettre d'un côté sans rien changer, et de l'autre, je vais réserver de la surface au sol pour compenser tout ou partie de mes activités. Vincent, ça t'inspire quelque chose d'autre? Non, je pense que c'est exactement ça, ouais. Je pense que le sujet de la compensation, c'est vrai que c'est un sujet assez ambigu, on va dire. Je pense que ce qu'on voulait montrer, en tout cas avec l'exemple de DPD, c'est que ça peut pas être la solution miracle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire de compensation ou qu'il ne peut pas y avoir d'actions positives via la compensation avec des actions de reforestation. Mais je pense que le message central, c'est que ça ne peut pas être la seule chose à mettre en place pour une entreprise. S'il n'y a pas d'effort de réduction à la base de son empreinte carbone, c'est un peu osé quoi, de se baser là-dessus, quoi. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Comment on fait, Victoria? C'est toi qui poses les questions ou c'est nous Une qui les question prenons? de Arthur qui voudrait la poser à l'oral. Eh bien, Arthur, welcome. Oui, bonjour. Bonjour, Arthur. Attendez, on va faire ça. Très bien. Ouais, du coup, j'ai une question qui est liée du coup au fait que je cherche un travail actuellement et je suis fortement intéressé par la lutte contre le changement climatique. J'ai des compétences en finance et en fait, ma question tourne autour du fait que j'ai bien compris qu'il y avait des organisations qui permettaient d'effectuer cette lutte-là, mais dans les entreprises un peu plus classiques qui, elles, s'intéressent du coup à la lutte contre le changement climatique, est-ce que vous avez des idées de départements vers lesquels il faut aller pour trouver ce changement-là et vers lesquels candidater, vers lesquels offrir ses compétences par exemple, quel poste s'y trouve? Disons, voilà, une entreprise comme L'Oréal dont vous avez montré l'exemple, où est-ce qu'il faut candidater si on veut aller chez L'Oréal et aider à implémenter ce changement? Vers qui il faut s'adresser? Est-ce que vous le savez? Tu veux prendre, Vincent? Oui, alors je peux commencer si tu veux, et puis tu peux suivre. Je Vas-y. pense qu'il y a. Alors, je ne sais pas si c'était le but de la question, mais je pense que, enfin, moi, ce que je considère en tout cas, c'est qu'il n'y a pas un type d'entreprise ou un secteur d'activité qui va
devoir s'adapter au changement climatique. Je pense que c'est l'ensemble de l'économie qui va devoir le faire. Donc, potentiellement, toutes les entreprises, à un moment ou à un autre, vont devoir mettre en place des choses de ce point de vue-là, quoi. Au niveau interne, au sein de l'entreprise, vers qui se diriger, dans quel service et quel secteur. Là, c'est un peu la même réponse, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on est sur des efforts de réduction type ce qu'a fait L'Oréal entre 2013 et 2018, on va être sur des départements de l'entreprise qui sont très concrets, qui sont assez limités, qui sont, on va dire, engagés dans ces efforts. Mais dès qu'on va se pencher sur des objectifs bien plus importants de l'ordre de 25%, 30%, 50% de réduction des émissions, in fine, en fait, c'est l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des départements de l'entreprise qui vont devoir s'adapter, qui vont devoir proposer des solutions, quoi. Donc, potentiellement, c'est toutes les branches de l'entreprise qui devront avoir des salariés qui sont compétents et qui sont au fait de ces enjeux-là, quoi. Je sais pas, d'un point de vue plus court terme, je pense que les grosses entreprises, pratiquement toutes les grosses entreprises, mettent en place ont des services stratégie et communication RSE. Ça, je pense que c'est le premier contact, quoi. Dans la finance, si j'ai bien compris, tu es spécialisé un peu en finance. Au niveau financier, les entreprises également, en tout cas les grandes entreprises, mais je pense que ça va découler petit à petit sur l'ensemble du spectre, ont intérêt, ou en tout cas de plus en plus essayent de mobiliser des financements auprès d'investisseurs qui sont sensibilisés aux problématiques environnementales, aux problématiques climatiques, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place au niveau des départements financiers des entreprises des systèmes de reporting et d'explication de la stratégie et de l'impact environnemental de l'entreprise. Donc ça, c'est une première façon, en venant de la finance, on va dire, pour travailler en lien avec ces problématiques au sein de l'entreprise, quoi. Moi, j'ai un tout petit complément qui est hyper pragmatique et qui fait un peu de réclame. Allez voir Shift Your Job, qui est vraiment un site qui consiste à dire si la clé d'entrée, c'est j'ai envie de rejoindre la cause, pour faire simple, et il y a une curation des offres disponibles par les gens qui ont fait le site, à la fois des entreprises qui se sont mises dans la trajectoire et aussi des jobs qui sont les plus à impact. Alors, il y a ce que disait Vincent, c'est clairement la RSE. Après, c'est malheureusement au cas par cas encore. Donc voilà, c'est l'unique complément. C'est-à-dire que regarde les boîtes qui t'intéressent et puis regarde leur communication et leurs engagements. Et derrière, tu sais s'il faut y aller ou pas, parce qu'on n'est pas encore au stade où tout est extrêmement lisible. Il n'y a pas de recette miracle, au-delà de ce que tu as dit, Vincent. Après, dans la finance, il y a toute la finance à impact, mais je ne sais plus si il y a quelqu'un parmi vous, je crois que c'est Victoria, qui pourra t'en parler mieux que moi, où là, on fait vraiment de la finance du matin au soir, et on est dans la décarbonation parmi d'autres joyeusetés. Ouais, je vous remercie pour ces réponses et notamment pour les exemples que vous avez donnés pendant la conférence qui ont déjà donné beaucoup de pistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Je vais la lire, mais la personne, si la personne veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Bonsoir, merci pour cette intervention. Selon vous, quel est le levier le plus important pour faire accélérer la transition écologique et faire changer les pratiques des entreprises, influence des investisseurs institutionnels ou réglementation? Alors, je veux bien commencer sur celle-là. Alors d'abord, ça ne couvre pas l'exhaustivité des possibles. Il y a un truc, je dézoome un tout petit peu. Posez-vous la question de ce qui est le plus de nature à faire bouger les entreprises tout court, qu'on parle du réchauffement climatique ou pas. Et peut-être que vous me voyez venir, mais moi, je ne connais pas d'entreprise qui ne regarde pas comme le lait sur le feu le comportement de ses consommateurs.
Donc, moi, je commencerai par là. Le premier truc que vous pouvez faire, c'est jouer avec votre carte bleue, ou peu importe la façon dont vous payez, vous avez compris, même si c'est en Bitcoin. Faites gaffe à ce que vous achetez. C'est le principal signal. Et ne croyez pas, ne sous-estimez pas l'effet de levier. On peut avoir une tendance à croire que, on va se dire, ça va prendre 50 ans avant que les entreprises s'adaptent. Je peux vous assurer que dans n'importe quelle entreprise, on n'attend pas que les ventes baissent de 100% pour se dire qu'on arrête de faire un produit, hein. Quand les ventes baissent de 5%, vous avez tout le board qui est autour de la table, réunion de crise. Donc, ça n'a pas besoin d'être dans des proportions complètement délirantes. Donc, le premier point pour faire bouger les entreprises, c'est de jouer son rôle de consommateur. Après, effectivement, les acteurs institutionnels, moi, j'ai tendance à croire, mais là, c'est vraiment de l'ordre de l'opinion, c'est assez indémontrable, qu'effectivement, la réglementation, c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace. Ça tombe dans ce qu'on a essayé de décrire dans la présentation, dans cette idée de grande incertitude. Demain, d'ailleurs, je crois avoir entendu Patrick Pouyanné, le président de Total, s'exprimer de la sorte sur le sujet. Lui disait son principal risque stratégique, c'est que du jour au lendemain, il y a une réglementation qui dise le pétrole, c'est terminé. Et là, donc même si c'est terminé dans 10 ans, hein, ou dans 20 ans, je peux vous assurer que pour une boîte comme Total, le fait d'envisager ce type de risque, c'est légèrement plus stressant. Et ça explique le poids des réglementations, que toute forme de taxe, par exemple, ou que toute forme de démarche plus ou moins poussive des consommateurs. Donc voilà, je dis, ma réponse est ne négligez pas votre rôle de consommateur. De manière plus indirecte, même pour agir sur les entreprises par la voie réglementaire ou par la voie des taxes, ne négligez pas votre rôle de citoyen et votre bulletin de vote. Et une fois qu'on a dit ça, effectivement, le plus efficace, c'est-à-dire l'énergie à mettre là-dedans par rapport au levier qu'on fait dessus, semble être, de mon point de vue, la réglementation. Vincent, ça t'inspire quelque chose? Que du bien, que du bon. Je pense que, enfin, alors moi, c'est pas une réponse, enfin, c'est la réponse facile en fait que j'allais faire. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout en fait, quoi. Il n'y a pas une chose qu'il faudrait mettre en place, quoi. Et je pense que c'est un peu le cas enfin, de la présentation ou la Norvège qu'on voulait montrer un peu, c'est que s'il y a un mouvement global qui impacte l'entreprise à tous les niveaux, consommateurs, au niveau économique, au niveau réglementaire, là, ça va être rapide. Parce que là, l'entreprise, elle n'aura pas d'autre choix que de prendre des décisions qui satisfassent en fait l'ensemble de ses parties prenantes, quoi. Voilà, ça c'est un peu la réponse rapide, mais je suis d'accord avec Livio. En fait, je pense que si on touche directement et de manière assez efficace au compte de résultat de l'entreprise, elle va se sentir obligée de se réadapter, quoi. Si en plus là-dessus on met une couche réglementaire qui oblige, je pense qu'elle n'aura pas trop d'autre choix que de s'adapter, quoi. Très bien, merci beaucoup. On a du coup une prochaine question. Donc, bonjour, peut-on considérer que la mode de consommation va évoluer à l'avenir, et ce, en faveur d'une consommation plus respectueuse de l'environnement, donc transport, emballage, fabrication par exemple? Le marché de la lessive liquide ne semble pas respecter l'environnement, beaucoup de plastique, plus de transport, alors que d'autres alternatives peuvent exister comme tablettes de poudre compressée notamment. Pensez-vous que les consommateurs vont être incités à consommer ces nouveaux produits plutôt que les autres, même s'ils ont actuellement l'habitude? Signé Martin Desroches. Moi, sur les comportements des consommateurs, c'est vrai qu'il y a un débat un peu de fond où on pourrait se dire, est-ce qu'on ne doit pas inciter les gens à avoir des comportements un peu plus respectueux et tout ça. Moi, je pense qu'avant ça, il faut aussi mettre le paquet sur la sensibilisation et sur la prise de conscience des enjeux climatiques. Parce que je pense qu'on en parle beaucoup en fait dans la presse, dans les médias et tout ça. Je pense quand même il peut y avoir un peu un déficit parfois de compréhension et de prise en compte de ces sujets. Donc, tous les efforts qu'on peut mettre là-dessus, ça ne fera qu'aider ce type de comportement. Et surtout, ça permettra que ces comportements soient sur le temps long, quoi, plutôt que d'inciter et que ça soit par le bâton, quoi.
Moi, juste en complément, la vraie réponse est que j'en sais rien du tout, j'espère. Mais c'est très difficile comment dire, à substancier comme réponse. En revanche, c'est vraiment pas interdit d'être optimiste. Et là, mon point est plutôt donc exactement dans la même veine que ce que vient de dire Vincent, le fait de sensibiliser. Et là, je vous passe un message. Le meilleur fait de sensibiliser, surtout sur la consommation, c'est de communiquer, vous, sur la façon dont vous consommez. Et pour m'en croire, bah, mettez-vous, enfin, vous êtes régulièrement sollicité, hein, qu'est-ce qui marque plus votre cerveau entre quelqu'un qui vient vous dire change tes habitudes parce que tu fais n'importe quoi et quelqu'un qui vient vous dire moi j'ai changé mes habitudes pour telle ou telle raison, est-ce que tu veux pas en parler? Je peux vous assurer que pour être confronté à ça quotidiennement, c'est pas du tout le même impact. Alors ça prend du temps, mais ça prendra du temps quoi qu'il arrive. Donc moi j'ai tendance à être optimiste puisqu'il n'y a pas de raison que des gens informés jouent contre eux-mêmes. Pour le temps que ça prend, bah voilà, une des clés, c'est d'en parler autour de vous et de le faire directement vous. Juste pour compléter aussi sur ce sujet, il y a l'exemple de la Convention citoyenne dont vous avez entendu parler. Et moi, je trouve que c'est un exemple assez marquant à ce niveau-là, parce qu'en fait, on est sur 150 citoyens qui ont été tirés au hasard, et donc 150 citoyens qui n'étaient pas forcément sensibilisés initialement aux enjeux du changement climatique. Et le retour d'expérience qui a été fait en fait par ces citoyens, c'est que à l'issue de la convention, en fait, beaucoup se seraient jamais vus initialement prendre ou prôner les types de mesures qui ont été prônées par la convention citoyenne. Tout ça parce qu'en fait, il y a eu un apprentissage, une prise de conscience de leur part tout au long de la convention citoyenne. Ce qui montre, entre guillemets, ou ça me paraît être un exemple assez pertinent, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas que l'incitation, il n'y a pas que l'obligation pour faire changer les comportements. En fait. Ces citoyens, en fait, il n'y a personne qui leur a obligé à la fin de la Convention de prôner ou d'être en faveur des mesures dont ils ont parlé, quoi. Sauf qu'ils ont pris conscience des enjeux et de la nécessaire action vis-à-vis de ça, quoi. D'accord, merci pour votre réponse. Alors, on va passer à la prochaine question. Donc, une question d'Emma. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Je me demandais, pour vous, est-ce que les entreprises comme L'Oréal que vous avez citées pourront continuer à produire de plus en plus et en même temps respecter les objectifs climat? Pour être plus clair, est-ce que la croissance économique pour ce type de secteur est envisageable sans mettre en danger le climat? Intéressant. C'est la question, on est en trillions de dollars là, je pense. Il n'y a pas de réponse prédéfinie, c'est ça le vrai truc. C'est mal barré, ça c'est assez clair. Voilà, plus exactement, j'essaie de trouver le truc le moins biaisé par ce que je pense. Et donc pour être pur, une entreprise comme L'Oréal fait partie des entreprises qui ont devant eux les défis les plus grands. Donc, on va dire que la taille du défi est une bonne façon d'approcher la probabilité de succès. Et donc, pour une entreprise comme L'Oréal, on peut faire pire, hein, les pétroliers, ou une entreprise comme Total, la taille du défi est énorme, beaucoup plus que pour des entreprises comme celle dont Vincent a pu vous parler. On pense à Greenplex et ce genre de choses. Bon, une fois qu'on a dit ça, je sais pas donc je vous invite à jeter un petit coup d'œil à un truc qui s'appelle l'identité de Kaya, K-A-Y-A. Qui est une équation toute bête, hein, ça a l'air comme ça très pompeux, mais en fait c'est assez simple, et qui vient décomposer les émissions de gaz à effet de serre, enfin les émissions de CO2 dans 4 facteurs qui sont combien d'énergie il me faut pour mon économie, c'est quoi le niveau de carbonation de cette énergie, c'est quoi le PIB par habitant dans mon pays, et c'est quoi le nombre d'habitants. Enfin, dans mon pays ou sur la planète. Et ces 4 leviers, c'est les 4 leviers sur lesquels on peut jouer pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a évidemment la quantité produite, et ça, vous m'avez parlé de croissance, donc la croissance, c'est lié à la quantité produite, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui est processus de fabrication, tout ce qui est choix des énergies qu'on utilise, et tout ce qui est ce qu'on vend.
il n'est pas impossible, j'invente totalement, hein, je ne sais, je suis pas du tout initié sur la question L'Oréal. Peut-être que L'Oréal, demain, fera sa fortune en faisant des conseils beauté plutôt qu'autre chose, donc assez peu de produits et beaucoup plus de services. Il y a plein d'entreprises qui ont fait ce type de mouvement. Alors, la route est longue pour une boîte comme L'Oréal, sans aucun doute, mais je pense que le sens de la présentation et ce que j'essaie de renforcer ici, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes. La vraie réponse est qu'on n'en sait rien. En revanche, compter sur L'Oréal avec ses milliards et ses cerveaux pour sérieusement se poser la question et pour être créatif et être capable de répondre. Alors, est-ce que ce sera de la croissance en chiffre d'affaires sur des biens matériels? L'équation est compliquée, plus pour L'Oréal encore que pour le reste du monde. Mais il peut y avoir d'autres moyens de s'en sortir. C'est un peu une réponse de Normand, j'en conviens. Merci beaucoup. Alors, on a une prochaine. Alors, c'est pas exactement une question, mais peut-être une réflexion. Quelqu'un qui disait « Je pense qu'il ne faut pas de décroissance si on ne veut pas dépasser les 2 degrés ». Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que la personne qui a écrit ça veut développer un peu. Qu'il ne faut pas de croissance ou qu'il ne faut pas de décroissance? Alors, Qu'il il y a ne faut beaucoup, pas de de négations. Je pense qu'il ne faut pas de décroissance si on ne veut pas dépasser les 2 degrés. Ah, pardon, je me suis trompé dans ma formulation. Je Tu voulais voulais dire dire, quoi? Croissance? ouais, dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, le mot décroissance est très, très tabou, sauf que j'ai l'impression que c'est un peu le seul moyen pour ne pas justement dépasser les 2 degrés. Enfin, il me semble que c'est Jean Covici qui dit ça. Il a notamment aussi parlé du fait qu'il faudrait environ 20 années de Covid justement pour ne pas dépasser les 2 degrés. Enfin, donc c'est assez intéressant, quoi. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu irréalisable tout ça. Donc. Alors, irréalisable, 20 années de Covid, on vient d'annoncer un confinement pendant la conférence, donc on ne sait pas, on en reparle. Alors là où malheureusement c'est moins drôle que ça, c'est qu'en réalité, c'est pas 20 années de Covid, c'est un Covid en 2021, 2 Covid en 2022, 3 Covid en 2023 et ainsi de suite. Ça fait référence à ce que ça implique de viser la neutralité carbone à horizon 2050, ça implique de baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 4 à 5 ou 6% par an. Et 4 à 5 à 6%, c'est à peu près ce qu'on a de baisse, c'est à peu près ce qu'on a connu en 2020 à cause de la Covid. Mais du coup, une fois qu'on a fait ça, il faut encore baisser de 6%, et donc il faut se rajouter une deuxième Covid. Donc voilà, c'est juste pour clarifier le point de Janco. La décroissance, je vais surtout pas rentrer dans le débat. J'ai 2 réflexions à faire. Méfiez-vous du terme. Il y a un truc qui à l'origine est plutôt philosophique. La décroissance, ça s'applique à moi. Qu'est-ce que je fais moi? Et moi, j'ai intérêt à moins consommer. Moi, j'ai intérêt à faire gaffe à ce que j'achète. Moi, j'ai intérêt à sortir du mode où je crois que le bonheur, c'est l'accumulation de plein de trucs. Ça, c'est une façon de dire la décroissance. Et puis, il y a un autre truc qui est la décroissance du PIB. Qui là touche à l'économie pure et dure. Or, le PIB, effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une bonne approximation des rentrées fiscales, donc des services publics, c'est une bonne approximation des richesses nationales. L'unique point que je peux vous donner là-dessus, qui est plus sous forme d'espoir, et c'est votre génération qui va en bonne partie devoir inventer ce qu'on fait à la place ou de mieux, c'est que le PIB, c'est quelque chose de conventionnel. Le PIB, c'est pas la nature. Enfin, on n'a pas trouvé dans les grottes gravé la définition du PIB. C'est pas ça. C'est des gens qui ont décidé que c'était ça qu'on mesurait, que c'était ça qui fabriquait la richesse. Et on est dans un monde où vous pouvez le constater. Alors surtout s'il y a des gens qui font de la finance, vous constatez qu'on est dans un monde dans lequel les dogmes tombent les uns derrière les autres et on est en train de se rendre compte que tout est conventionnel. On vous parlait de dette publique il n'y a pas si longtemps en disant qu'on approchait des 100% du PIB et qu'on allait tous crever. Bon, je sais pas, on doit être à 130, à 140, ça ne nous empêche pas de faire des conférences sur Zoom. On vous parlait de taux d'intérêt pour juguler l'inflation, les taux d'intérêt sont maintenant négatifs. Donc les dogmes sont en train de bouger, les vérités d'hier sont en train de bouger, on est en train de s'en rendre compte, donc il y a tout un truc à réinventer. Donc je dis simplement, quand on parle de décroissance, déjà faites la part des choses sur les termes. Et d'autre part, la croissance du PIB telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est mal barré, mais c'est vraiment pas l'unique façon de penser croissance. Une boîte comme Greenflex, c'est pas que je les aime particulièrement, c'est que j'ai retenu leur nom, une boîte comme Greenflex qui croît, moi j'ai aucun problème avec ça.
C'est plutôt très sympa. De la formation ou des services de santé qui croient, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc, il y a plutôt des trucs à redéfinir. La croissance du PIB tel qu'il est maintenant, au niveau de consommation énergétique et au niveau de carbonation de l'énergie tels qu'ils sont, oui, ça, c'est pas tenable. Ça laisse des portes ouvertes. D'accord, merci. Vincent, peut-être tu... Non, mais je pense que tout est dit. Je pense que la décroissance, s'il faut une décroissance, il faut au moins une décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que ça passe par là. Ce que ça veut dire en termes économiques ou en termes de convention économique, à la limite, c'est le problème second, qui est important, mais qui est second. Je pense que la première des choses à faire, c'est essayer de réduire les émissions. Parce qu'en fait, en parallèle, en effet, il y a des modèles économiques, il y a des modèles d'affaires qui sont à réinventer pour qu'il y ait une richesse, une croissance économique qui puisse être compatible avec tout ça. Livio parlait de pourquoi est-ce que L'Oréal ne ferait pas du conseil de beauté à l'avenir. Il y a des modèles économiques qui se structurent autour de ça. Il y a le cas de Michelin que vous connaissez peut-être, qui notamment propose en partie la location de pneus plutôt que la vente. Ce qui est en fait une redéfinition, on va dire, transversale de son modèle d'affaires et qui a un impact positif en termes climatiques, sans pour autant qu'il n'y ait pas une richesse de produite à son niveau. Donc décroissance dans le sens où on l'entend généralement dans le débat public et tout ça, je pense que c'est encore un point d'interrogation. Et moi, c'est pareil, je me garderai bien de vous dire si oui ou non il faut de la décroissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une redéfinition des modèles économiques au niveau des entreprises et au niveau général à faire, quoi, donc, et à réinventer. Donc, c'est plutôt là où je pense qu'on a du temps à passer plutôt que débattre sur croissance ou décroissance, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer encore un petit peu avec les questions. Bonsoir, merci pour cette conférence. Auriez-vous des livres à conseiller pour s'informer plus en détail sur le développement durable? Alors moi, j'aurais tendance à dire peut-être des vidéos de Jean Covici. Alors, ça dépend ce que vous entendez par développement durable, parce que c'est un truc, le développement durable qui existait avant même qu'on ait que la prise de conscience soit au niveau auquel elle est. Si c'est effectivement se renseigner de manière générale sur le réchauffement climatique, je ne peux qu'abonder dans le sens de Victoria. Il y a le cours des mines de Jean Covici. Et vous êtes tout à fait compétent pour le regarder. N'ayez pas peur. C'est pas parce que ça a eu lieu aux mines que c'est imbouffable. Au contraire, c'est très très digeste. Il y a un paquet de bouquins. Puisque vous parlez, pour faire le lien avec le truc d'avant, j'ai envie de vous recommander Philippe Biwix. Bihoux, parce que lui s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle les low-tech, qui, de manière relativement certaine, est un vaste secteur amené à être en forte croissance. Donc, je vous invite à regarder ce que ça fait. Le reste, sur le développement durable, effectivement, n'importe quel bouquin de Jean Covici, enfin, sur le développement durable. Énergie, climat, n'importe quel bouquin de Jean Covici serait très bienvenu. Et j'ai peut-être envie de vous parler d'un autre truc qui s'appelle Le bug humain ou Le syndrome de l'autruche. C'est deux livres qui parlent à peu près de la même chose. C'est les ressorts psychologiques qui fait que quand on est fait face à des très très grands défis, on a tendance à passer par plein de chemins détournés et rarement par la ligne droite. Et donc, on va faire du déni, de la mauvaise foi, je mets sous le tapis et plein d'autres choses. Ça permet de comprendre des trucs. Il y a Gaël Giraud aussi, il me semble que c'est pas mal ça. Absolument, Gaël Giraud, qui est un économiste tout à fait de la même famille. Moi, j'allais vous recommander justement un livre de Gaël Giraud. Mais bon, je pense qu'il y en a plusieurs de lui. Il y a également, pour les financiers, il y a le livre d'Alain Grandjean et de Nicolas Dufresne Pour une monnaie écologique, qui sont des sujets complètement d'actualité en ce moment. Et puisqu'on est sur Zoom, une petite chaîne YouTube qui est celle du Réveilleur,
qui est extrêmement, qui est extrêmement bien faite en termes didactiques sur tous ces sujets, climat, énergie. Merci. On a donc Louis qui souhaiterait poser une question à l'oral. Oui, alors moi, ma question elle est très simple. C'est dans la mesure où les grands secteurs polluants, c'est principalement l'énergie et l'automobile, on va dire, qui représentent à eux seuls 40% des CO2, des émissions de CO2 mondiaux. Dans quelle mesure les entreprises font du greenwashing, dans la mesure où les PIB par habitant varient et ainsi la flexibilité qu'ont les consommateurs à acheter des produits plus chers et qui peuvent donc, avec les coûts supplémentaires de marge qu'ils ont, être moins polluants, dans quelle mesure, par exemple, où la Roumanie doit à son objectif de 2% de baisser de CO2 et la France de 37% d'ici 2030 selon l'Union européenne, dans quelle mesure ce sont les entreprises qu'on prend à partie et on ne tombe pas dans un obsolétisme écologique, car elles répondent à un besoin qui est invariable et qui dépend. Ouais, alors j'ai une première remarque de méthodo. Méfiez-vous quand vous prenez quand vous comptez les émissions liées à l'énergie. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'énergéticien sans truc qui consomme de l'énergie, hein. Si vous regardez les vidéos de Janko, vous verrez que ça c'est un des moments de vérité. Si les voitures arrêtent de consommer du pétrole, ou les bateaux, ou les avions, ou ceux qui font du plastique, le rôle de Total est relativement contenu. Donc les énergéticiens, ils servent des industriels. C'est pas du tout pour les dédouaner, hein. C'est comme tu faisais les maths en disant je prends l'énergie d'un côté et les transports de l'autre. Bon, il faut se méfier un peu parce que l'énergie, c'est pas un secteur comme les autres. C'est vraiment un secteur d'approvisionnement. Ça se comporte un peu différemment. Malheureusement, ça émet des gaz à effet de serre, c'est pas le sujet, mais ça se comporte un peu différemment. Pour les voitures, tu parlais de pouvoir d'achat. Bon, ça renvoie un tout petit peu en France, on connaît bien le sujet. On a eu toute la crise des gilets jaunes, on va dire, qui s'est enflammée sur la base de ce sujet-là. Alors, je ne fais pas l'exégèse de est-ce que c'était vraiment ça ou autre chose, on s'en fout. Il y a effectivement un sujet qui consiste à dire s'il faut se rééquiper ou s'il faut s'équiper avec des choses qui sont énergétiquement moins performantes et donc productivement moins performante et donc in fine plus cher à service constant. Si ça doit arriver, puisque ça arrivera peut-être à certains endroits, ça pose une question démocratique de qui peut se le permettre. La question, elle est entièrement posée. En revanche, il y a énormément de gens qui réfléchissent là-dessus et il y a des réponses conventionnelles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses dont on peut déterminer qu'elles deviennent, j'invente une fois de plus, hein, je ne sais pas pour donner ce que j'en pense, hein, mais c'est pour dire qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus et que vous pouvez lire là-dessus. Il y a des choses qui peuvent devenir du service public. Il y a des aides qui peuvent être mises en place pour dire, en fonction de vos revenus et en fonction de la contrainte que vous avez par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, si je vous contrains et que vous n'avez pas les revenus pour le faire, moi, puissance publique, je peux être amené à compenser tout ou partie de l'écart. Et il y a surtout un point qui est rendre possible le fait de décarboner, si tu prenais le cas des transports, ces déplacements. Je vais encore citer Jean-Marc Jancovici, c'est de bonne guerre puisqu'on représente les shifters. Jean-Marc Jancovici, par exemple, va expliquer que plutôt que de faire des éoliennes, il vaut mieux faire des pistes cyclables le long des nationales. Ça coûte la même chose. Et dans un cas, on a évité de consommer de l'énergie, le second, par rapport au premier où on se met à en fabriquer, toujours en extrayant un certain nombre de matériaux du sol, etc. Donc, la réponse, c'est qu'il y a plein de... C'est du domaine de la réinvention, ton histoire. Donc, j'ai pas de baguette magique. C'est du domaine de la réinvention. Il y a plein de sujets qui sont sur la table et qui tiennent compte de ça. Donc là, je vous renvoie à une des remarques qu'on a eues un peu plus tôt. Il faut lire ces gens-là, il faut en parler, il faut imposer le débat, ou poser le débat plus calmement, et voter en fonction. D'une certaine manière, l'avantage qu'il y a, on peut dire c'est un peu anxiogène parce qu'on n'a que 20 ans, on va dire, à la louche, ou 30 ans devant nous. On peut le voir autrement. On a à la fois 20 ou 30 ans devant nous. Ça laisse du temps de faire quelques réformes. Ok, merci. Vous posez des bonnes questions, hein, mais j'adorerais avoir la réponse et j'adorerais avoir un truc à vous faire signer en disant on y va tous, c'est parti, mais malheureusement...
Alors, je vais regarder si bonsoir messieurs, moi j'ai une question à vous poser. Tout d'abord, merci pour votre intervention et cette conférence qui a été organisée par plusieurs associations IESEG. Ma question porte sur la loi des mobilités, la loi d'orientation des mobilités qui a été votée en 2019 par l'Assemblée nationale. Le projet de loi visait à interdire les véhicules thermiques à partir de 2040, mais une légère modification a été apportée à cette loi en 2019, donc au moment du vote. Et en fait, seulement les véhicules utilisant des énergies fossiles vont être interdits. Et donc ça, c'est une nuance qui est importante puisque nous avons assisté ces dernières années au développement de biocarburants. Donc je pense notamment à l'E85. Et récemment, on a notamment vu aussi une évolution de ce côté-là, puisque maintenant, tous les véhicules peuvent être homologués à l'E85. Et donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que ce carburant est une solution ou un complément aux véhicules électriques? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il serait tout aussi polluant que les solutions que nous avons déjà, plutôt que les carburants que nous utilisons déjà actuellement? Merci. Sur les biocarburants, je ne suis pas forcément expert, mais en effet, je pense qu'il y a un premier sujet, c'est que il y a une concurrence en effet des biocarburants avec d'autres usages de la terre, usages plutôt alimentaires. Donc ça, c'est sûr que ça peut poser problème. On revient également sur un peu la même problématique qu'on avait sur la compensation, qui est de dire, qui est en fait un exercice de pensée, parce que évidemment ça ne sera pas le cas, mais que si on devait substituer l'ensemble de la consommation aujourd'hui des carburants fossiles par des biocarburants, j'ai pas fait le calcul, mais j'imagine qu'il faudrait 1 ou 2 ou 3 planètes. Donc c'est évidemment pas des solutions faisables à l'échelle, quoi. Je pense que pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'autoriser, et là c'est mon point de vue personnel, mais on ne peut pas s'autoriser de manière transitoire l'utilisation de ces carburants pour au moins avoir une substitution à court terme des carburants fossiles. Ça ne veut pas dire que ça doit être la solution de long terme, mais il y a peut-être une place à leur accorder dans une solution de transition. D'accord, merci. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter parce qu'honnêtement, j'y connais rien. C'est très rapide. Très bien. Alors, dans ce cas, je pense que la conférence touche à sa fin. On va pouvoir clôturer tranquillement. Alors, je vais partager. Il y a une toute dernière question, peut-être s'ils veulent répondre rapidement. Dans le chat. Ouais, je me suis permis. Enfin, j'ai gardé une question pour la fin. On parlait tout à l'heure d'entreprises comme Total ou comme Air France qui sont extrêmement émettrices en termes de gaz à effet de serre, comme vous avez pu le dire. Est-ce que vous pensez qu'il existe, si on peut dire, un business model écologique pour des entreprises comme celle-là? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il faudrait en fait qu'elles s'arrêtent totalement de produire ou de fonctionner pour arriver à un équilibre niveau carbone, dans la mesure où elles consomment énormément et où on n'en est pas encore au stade de faire avancer un avion à l'électrique ou pour Total de produire du pétrole vert, entre guillemets. Ouais, le pétrole vert, c'est pas complètement pour demain. Alors, elles le pensent. Parce que c'est deux entreprises qui sont dans l'actualité, donc je peux rebondir avec ça. Total est devenu Total Énergie, si je ne dis pas de conneries. Il y a quelques jours, ça a été annoncé, et ce changement de nom n'est pas du tout anecdotique. C'est pour dire, vous connaissez Total, vous l'associez au pétrole, maintenant Total devient un énergéticien et va se diversifier
pour faire plein d'autres choses. Alors derrière, ça va être a priori, au moins à court terme, probablement encore des gaz à effet de serre parce qu'ils vont développer le gaz, qui est une des énergies fossiles de transition. Je ne vous donne pas mon avis sur la question, mais en attendant, c'est la stratégie. Ils vont se mettre à faire des éoliennes, ils vont se mettre à faire des énergies renouvelables et ce genre de choses. Donc, une fois de plus, eux se mettent en marche pour dire il y a quelque chose de différent entre 2021, parce que je pense que l'annonce date de 2021, entre 2021 et tout ce qui s'est passé avant. Idem, alors Air France donne une réponse un peu différente. Air France dit nous, on croit à mort à l'avion à hydrogène. Qui, s'il arrive et s'il tient dans des contraintes économiques qui vont bien, peut être une solution. Là, on est typiquement dans un truc où il faut attendre pour voir, on n'en sait strictement rien, et on ne sait pas si le coût de la technologie permettra d'avoir une aviation de masse comme celle qu'on a pu avoir avant. On ne le sait pas. Mais donc la meilleure réponse que je peux te donner, Raphaël, c'est ces entreprises y croient et ne sous-estimez pas ce que c'est que des dizaines de milliers de cerveaux qui réfléchissent dans la même direction. Vraiment, ne sous-estimez pas ça. Et je le dis aux futurs cerveaux, enfin, vous avez déjà des cerveaux, mais aux futurs cerveaux qui seront dans les entreprises, vraiment ne sous-estimez pas ça. Ça peut faire des changements tectoniques ahurissants, comme c'est déjà arrivé de manière soit contrainte, soit choisie, à plein de reprises dans le passé. Donc voilà les réponses de Total et d'Air France. Est-ce qu'elles vont y arriver? J'en sais rien. Est-ce que des concurrentes à elles vont y arriver? J'en sais rien non plus. Est-ce que ça va être pour reprendre vos cours d'économie, est-ce que ça va être des acteurs extérieurs, enfin, ce qu'on appelle des nouveaux entrants qui vont débarquer avec de la techno ou des usages ou que sais-je, ou un emballage différent qui vont les forcer à changer? Je ne sais pas, mais vraiment mon point, c'est ne sous-estimez pas ces cerveaux et ces milliards. Et par contre, il faut leur donner envie. Je réinsiste une dernière fois, avec votre carte bleue, avec votre bulletin de vote, avec vos prises de position, avec les jobs que vous choisissez, tout ça. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ça fait une belle conclusion comme fin de réponse. Donc, merci beaucoup. Je vais mettre dans la conversation un lien un petit questionnaire de satisfaction pour tous les participants. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les participants qui étaient présents à cette conférence et également les gens qui ont posé des questions. Alors, j'ai aussi une dernière question. Est-ce qu'on a accès au replay? Alors, cette conférence est enregistrée, donc oui, vous aurez a priori accès au replay. Voilà. Merci Raphaël d'avoir publié sur YouTube. En tout cas, pour Acte, en général, on met nos conférences sur YouTube, donc on va probablement le faire. Ouais. D'accord, très bien. Merci Alia. Voilà, vous avez tous nos réseaux sociaux. Merci Vincent Valette, merci Olivier Lombroso d'avoir passé du temps avec nous, nous expliquer plein de choses, nous donner envie de nous engager là-dedans. Voilà. Eh ben, merci à vous. C'est beau, un jeudi soir, plutôt qu'une annonce de confinement, de s'occuper du climat. Bravo. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous. Et passez Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.